Apéro spécial mock draft 2025. Ça moque. La draft 2025 est même, j'allais dire dans une semaine, mais même pas. Dans 6 grosses journées. C'est ça. Le premier tour aura lieu dans la nuit de mercredi à jeudi de la semaine prochaine. Enfin, quelques du jours. 25 au 26 juin. Et ce sera commenté en direct. Commenté en direct, bien sûr, à partir de 1h, 1h30 du mat. On vous redira ça. Tout à fait. La draft commence à 2h. Le first pick est à 2h05, le second pick est à 2h10 Oula. et à Tu 2h t'avances, là. et à 2h15, la draft commence. On se permet. Environ. Environ. Grosso merdo. Mais ça va être un grand moment qu'on va pouvoir vivre ensemble. Installez-vous. C'est notre classique. La mock draft. On fait les 15, pas 30. 15 premiers choix de la draft 2025. On va tout vous expliquer en long et en large. C'est un classique annuel, Alex. On aime bien se régaler sur cette mock. Pick 1 à 15, parce qu'un jour, comme tu venais de le dire là en off, un jour, on s'attellera sur Pourquoi le top pas 30. Moi, j'ai plein de petites notes. Bon, déjà, on vous a fait une vidéo là qui est sortie tout récemment avec nos top 5, entre guillemets, enfin nos mecs préférés de cette draft. Il y a de quoi faire dans cette draft. Il y a pas mal de profils différents. Il y a pas mal de Français. Est-ce qu'on a mis des Français là dans nos top 15 ? On va voir. Peut-être. Ah oui. Est-ce qu'il y aura des Français dans le top 15 de cette draft ? Enfin, la loterie c'est le top 14. De cette draft, ça on aura la réponse dans quelques jours. Mais voilà. Et ouais, pas si simple que ça comme d'hab. De toute façon, une mock draft, hein. On va pas se mentir. Ah bah ça. Tu l'as fait, 10 minutes après, peut-être elle vaut plus rien. C'est le jeu auquel on s'amuse chaque année. La dernière, dès qu'on avait démarré la mock draft, Alex, transfert. Mais moi, les Spurs en pick 1, s'il te plaît, mais pas les Hawks. Là, on va se faire plaisir. La mock draft, Alex, on le rappelle, c'est un exercice où on essaye de projeter ce qui, selon nous, pourrait se passer le soir de mercredi prochain lors du premier tour de la draft 2025. Oui. Voilà, c'est pas tiens, nous, on va classer les 15 meilleurs joueurs selon nous. Ah non. Il y a du fit. Il y a du trade. À partir de quel niveau de pick tu commences un tout petit peu plus à drafter au fit qu'au talent ? Il y en a, j'en connais pour avoir discuté avec eux, qui disent non. Même au pick 28, tu piques au talent. Le meilleur talent restant, tu le prends tout le temps. Moi, je suis pas d'accord avec ça à titre perso, mais bon. Après, de toute façon, tu le vois dans les GM. Hein. Il y en a, ils draftent comme ça. Il y en a d'autres, ils draftent pas du tout comme ça. Quels sont les joueurs un peu atypiques ? Quelles sont les équipes qui vont aller sur les joueurs un peu atypiques ? Je pense à Derrick Queen ou à ces gars-là. Est-ce que Derrick Queen est dans le top 15 de cette draft ? Faut voir. Ça va dépendre. Si oui, qui va le prendre ? Et quelle franchise, tout à fait. Est-ce qu'il y a des joueurs qui vont slide ? C'est-à-dire qui vont donc chuter, hein. Voilà, c'est ça que ça pas veut des dire. joueurs qui arrivent sur la scène et qui slide. Est-ce qu'il y a des joueurs qui vont glisser en effet dans les slide down pour être précis. Et puis Alex, est-ce qu'on va avoir des transferts ? Parce que l'idée aussi de ce magnifique setup, c'est que certains le connaissent depuis très longtemps. Je vais me permettre de vous montrer ce grand tableau. C'est qu'on peut tout faire. Remplir ça. Regardez cette merveille. Grâce à Léonce, le MVP de cette ligue, on est sur 8 titres de suite de Léonce. C'est une dictature absolue. On a la possibilité de changer ce qu'on veut. Donc par exemple, Alex, dis-moi ce que tu veux. J'en sais rien là. Premier pick de draft, t'as envie de mettre qui à la place des Mavs ? À la place des Mavs, je sais pas. Fais-les kiffer sur Cooper le Flag. Thunder. Allez, je vais te mettre le Thunder en 1. Il donne le 15 et le 24. Eh ben allez, regarde. Le vieux trade dégueulasse. Boum, ça peut être beau. Et ben regardez, c'est ça la magie. C'est que dans le tableau d'Alex, vous avez le Thunder en 1. Donc on va pouvoir se faire plaisir et mettre notamment, selon nous, ce qui va se passer dans la nuit de mercredi à jeudi, puisque c'est ça la magie un petit peu de cette mock draft et de la draft. Alex, c'est quand même là c'est un jeu, mais c'est quand même des destinées après qui sont créées, c'est-à-dire où est-ce que tu tombes, quelle franchise, à quel point elle est stable, ça peut tout définir. Puis être au premier tour, c'est un contrat garanti, au deuxième tour, c'est pas un contrat garanti, donc ça aussi, ça a de l'importance pour les joueurs, pour leur entourage, leur famille et compagnie. Bien sûr. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de vous expliquer le mieux possible nos choix en fonction de l'équipe qui draft à ce moment-là, trade, pas trade, ça machin. Ensuite, des profils de joueurs qui sont disponibles. Tout à fait. De l'objectif un peu qu'il y a derrière ce choix de draft et en fonction de ça, de petit à petit construire un top 15, quoi. Exactement. Conseil également avant qu'on puisse se lancer. Papier, crayon. Jouer. Ah non, mais jouer, exactement. Jouer, participer. L'idée, c'est pas d'avoir forcément raison, c'est juste que quand on va se retrouver mercredi soir, vous allez dire, moi je pense que ça va être ça l'ordre du top 15. Si vous avez jackpot, vous avez jackpot. À ce moment-là, vous êtes les devins et les devines, et les héros et les héroïnes de cette commu, et c'est formidable. Nous, l'année dernière, 0 point taxe. Je peux te dire qu'on a eu que le top 3, on a été bon. Zachary Zaché, Alexandre Sarr et Rich Shepard, on avait le même top 3. Par contre, après,
On avait Tidjane Salin en 14e. On avait. Moi, j'avais pas vu Tidjane aussi. Ah non. On savait pas au foot Donovan Klingan et tout. C'est parti un peu dans tous les sens. Il y en a 2-3 des joueurs comme ça cette année que tu sais pas où mettre. Hein. Enfin, moi, en tout cas, à titre perso, il y a 2-3 joueurs, je suis un joueur bon. 7e. Il est dans un range entre 6 et 18. Ouais, entre 7 et 19. C'est ça. Alex, tu me l'as dit en off, tu vas te permettre aussi notamment sur des possibilités de transfert parce qu'on est aussi sur une draft. L'année dernière, il y avait de la discussion, je trouve, tu vas me dire, hein, mais l'année dernière, il y avait de la discussion sur pas de consensus en 1. Non. On se disait Zachary, Alexa. C'est pour ça d'ailleurs que je m'étais dit tiens, les Hawks et tout, est-ce qu'ils pourraient pas avoir une contrepartie différente plutôt que de drafter en 1 ? Bon, finalement, ils ont choisi de drafter en 1. Tout à fait, avec Zachary Zaché. Là, on a un peu plus de consensus, mais on a une draft qui est très attendue parce qu'il peut y avoir du transfert au cours de la soirée. En fait, j'ai l'impression, on va en discuter, on va faire la mock draft, j'ai l'impression que tu as un consensus 1-2. Oui. Et qu'après, à partir du pick 3, entre le fait que ce sont les Sixers qui draftent et voilà, on sait pas du tout vraiment ce qu'ils ont en tête, et le fait que le choix 3, il n'y a pas un clair podium forcément de cette draft, je trouve. Il y a un clair top 2, mais le troisième, j'ai vu beaucoup d'options différentes dans beaucoup de mock drafts différentes et avec des explications où à chaque fois je suis là, pourquoi pas. Allez, c'est quoi, allez. Et pourquoi pas. Allez, j'aime bien. Tout est possible. Malheureusement, il y aura une certitude, Alex, et je suis obligé de terminer avec ça. C'est que cette phrase, je ne pensais pas la prononcer en 2025, mais malheureusement, il n'y aura pas de Français numéro 1 de la draft. Je sais que cette phrase a été prise pour acquis ces dernières saisons. On a mangé Gucci, on a mangé avec des couverts en cristal. Donc là, s'il y a un Français numéro 1 de la draft, attention. Ça va faire bizarre en live. Ils ont pas Kyrie, ils ont pris Nolan. Tu vois ce que je veux dire, un truc comme ça. On a quand même eu Wemby puis Zachary Zaché. Ça fait rich quand même. Putain, il est 3 ou il est 2. Merde. Ça joue à côté d'Anthony Davis. On verra. Mais ce qui est sûr, c'est que je remonte une dernière fois le tableau. Le voici donc, le top 15 de la draft 2025. On va suivre tout ça. Et je te propose, Alex, qu'on démarre tout de suite avec le pick numéro 1 ou tu avais d'autres informations à nous donner ? Non, on est bien, on peut y aller. Ça va déjà être une vidéo bien touffue. Et c'est parti, The Pick is in. Les Dallas Mavericks, Alex, ont remporté cette incroyable loterie 2025. Ils ont le pick 1. Merci. 1,80% de chance. Tout à fait. Hop, c'est dans la pochette. Est-ce qu'on a sorti les théories du complot maintenant que Ginny Buss a revendu les Lakers pour 10 milliards ? Merci Lucas, on va dire. Merci Lucas. Voilà, dans tous les cas. T'aimes bien la valorisation des Lakers, Lucas ? Beaucoup, ça va. Je suis pas hyper surpris. Hein. Moi non plus. Les Celtics viennent d'être vendus combien ? 7 ? 6. 6,5 ? Bah oui, les Lakers valent plus. Oui. Après, ils valent peut-être pas 50% de plus, je sais pas, je me rends pas compte. Et a priori, il y a des gens qui font du business qui sont prêts à payer. Donc moi, après tout... Tout à fait. On va parler des Dallas Mavericks pour le moment, qui eux appartiennent à un autre propriétaire que Mark Cuban. Désolé. Alex, The Pick is in. On a eu, en termes d'informations pures, un seul workout qui a été réalisé vraiment sérieusement, c'est avec Cooper Flag. Est-ce que tu vas nous surprendre ou est-ce qu'on est sur ce dont tu as parlé en intro ? Est-ce que le premier joueur qui va être appelé à l'estrade sera Cooper Flag ? Oui, Cooper Flag. Et ça rentre. C'est un consensus. Comme je le disais tout à l'heure en intro de la vidéo, je pense qu'il y a un top 1, top 2 qui sont assez clairs. Oui. Allez, pour le top 2, je veux bien avoir ta version. On verra si nos versions correspondent. Mais ça me semble assez clair. Et notamment Cooper Flag en 1 chez les Mavs. Déjà parce que la plupart, j'ai pas vu, même je dis la plupart, non, en fait, je n'ai pas vu d'experts, scouts, draft et compagnie, genre poser une mock draft avec quelqu'un d'autre que Cooper Flag. J'en ai pas vu, il y en a peut-être, mais j'en ai pas vu moi. Donc déjà, c'est déjà pas mal. Ensuite, tu l'as dit, les Mavs ont fait un workout avec Cooper Flag, ils n'ont pas fait d'autres. Ensuite, le Defense Win Championship, donc à un moment donné, Nico Harrison, je veux bien croire qu'il ait fait un trade complètement fou et bizarre et peut-être qu'il va le regretter un jour très très fort, bref. Mais avant de faire ce trade-là, il avait réussi à construire une équipe défensive autour de Luka Doncic pour aller jusqu'en finale NBA. Donc là, je ne le vois pas rater Cooper Flag. Non, je suis d'accord. Je le vois pas se prendre la tête en fait. Là, je le vois s'offrir de la sérénité. T'as eu de la chance, je suis très poli, à la loterie. Profites-en et prends Cooper Flag. Voilà. Tout à fait, pour rester poli. Oui. Je te suis évidemment dans la mock aussi, j'ai mis Cooper Flag en poste numéro 1. De toute façon, c'est très très simple. Si les Mavs sont en 1, qu'ils ont eu ce sésame et qu'il débarque et qu'il fait allez, Ace Bailey, Malouak. on manque de pivot. C'est sûr qu'il y aura plus que des manifestations à Dallas. Non, mais pour aller
évidemment dans ton sens, c'est encore plus loin. Non seulement je n'ai pas vu de draft ou d'experts qui ont mentionné autre chose, mais ça fait des mois que Cooper Flag est annoncé en 1. On parle de l'année 2025 entière. Et puis c'est pas comme s'il y avait eu quelque chose dans sa saison à Duke. Ok, ils se font éliminer là, machin et tout, mais c'est pas comme s'il y avait quelque chose qui concernait directement Cooper Flag, une blessure à la con. Puis c'est pas comme si Harper avait été champion NCAA derrière. Ou je sais pas combien de matchs ratés ou quoi. Non, il n'y a pas tout ça. Donc il n'y a aucune raison qu'ils ne le prennent pas. Nous sommes d'accord. Cooper Flag, ce sera probablement l'événement le plus rapide en fait du live lorsque Adam Silver va se pointer. En tout cas, on va être là, on va être en live, on va discuter, on va attendre qu'Adam Silver se pointe. Mais s'il sort pas Cooper Flag avec le first pick, on va être... Ça va être un live. Attention, ça va être bizarre. Ça peut être très drôle même. Oui. Ou alors si les Mavs font un trade, parce que je ne pense pas du tout qu'on soit sur une tendance de Mavs qui trade. Non, je pense pas. Mais limite, je serais plus prêt à y croire que des Mavs qui draftent en 1 et pas Cooper Flag, tu vois. Alors là, ça serait une dinguerie. Et on aura du coup très probablement cette paire très attendue sur le front de courte avec Anthony Davis et Cooper Flag, hyper attendu puisque Cooper Flag plutôt projeté en 3, capable d'être 4 ou en 4 avec un 5 à côté, mais on a fait d'ailleurs un petit profil un peu détaillé dans le top 5. Il y a du détail sur son profil dans notre vidéo chouchou top 5 ou je sais plus comment on appelait ça de la draft là. Les 10 chouchous de Bibi et d'Alex. Allez, on va passer en pick numéro 2. Ouais. On va voir si je suis bon au niveau de la prod. Pick 2, San Antonio Spurs. Les San Antonio Spurs, au moment où nous on fait cette vidéo, c'est le premier de leurs 2 picks dans le premier tour, puisqu'on va en reparler d'eux en 14. Dylan Harper. Ouais. Oui. On est tranquille. Bon, disons que alors. Moi aussi, je te le mets là. Franchement, je serais presque autant surpris que les Spurs ne piquent pas Dylan Harper que les Mavs ne piquent pas Cooper Flag. Presque. Oui, bien sûr. Presque. Bien sûr. Parce que en termes de profil, je dis pas qu'il y a, il y a d'autres profils dans cette draft qui peuvent intéresser les Spurs. Est-ce qu'il y a d'autres profils dans cette draft qui ont le niveau de talent tout de suite, plus de potentiel à venir que Dylan Harper? Je suis pas sûr. Non. Là, comme ça, je suis pas sûr. En plus, t'as Chris Paul, on verra ce qu'ils vont faire avec, mais t'as du De'Aaron Fox et t'as du Stephen Castle en ball handler aujourd'hui. Ok. Ajouter un 3e ball handler hyper talentueux comme Dylan Harper est complètement en phase avec ce qu'est la NBA aujourd'hui. Tout à fait. Surtout qu'en plus, Stephen Castle a montré qu'il était un très gros défenseur, ce qui est moins le cas de De'Aaron Fox, mais il peut faire des efforts. On verra Dylan Harper, mais en gros, non seulement il y a le potentiel, il y a la jeunesse, il y a le côté... c'est vrai que Stephen Castle sait faire plein de trucs offensivement et que De'Aaron Fox sait faire plein de trucs offensivement. C'est vrai aussi, j'en rigolais tout à l'heure l'autre jour dans la vidéo où on parlait de nos chouchous, parce que c'est moi qui ai parlé de Dylan Harper. J'en rigolais en disant si ça se trouve très très vite on est là au bout de 20 matchs, 25 matchs, on fait merde. Lui, là. Dis donc, il est fort. Ah vache. Le gamin, en fait, faut qu'il joue autant que les 2 autres. Ou alors, faut que Castle glisse un peu en 3 et puis on regarde 3 ball handlers. Je sais pas, on verra ce qu'ils font. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Ce qui, pour moi, est sûr, c'est que les Spurs vont pas trop se poser de questions. J'ai pas l'impression qu'il y ait une offre pharaonique d'une équipe, quelle qu'elle soit, pour leur prendre leur pick 2. J'ai pas l'impression. Non. Donc, je les vois garder ce pick. Ils ont encore une équipe jeune. Il y a un potentiel complètement fou en Dylan Harper qui peut être un ball handler numéro 1 d'une équipe qui est sérieuse en NBA. En tout cas, il en a le potentiel. Bien sûr. Pour moi, ils le prennent. Toi aussi ? Ouais, je suis d'accord. Oui. Ouais. En fait, je pense que le soir de la loterie, les gens étaient choqués de voir les Spurs monter en 2. Normal. Hein. Encore, ça monte. Ils ont eu Wemby en 1, Castle en 4. Là, ils ont le 2. Pendant 24 heures, il y a eu des rumeurs sur le pick 2. Pendant 24 heures, on a associé... top 5 de suite. Ouais, t'inquiète. C'est beau ça. On gère. Et Swan avait été aussi précédemment choisi assez haut. Mais les Spurs, pendant quelques heures, il y a eu des rumeurs sur le pick 2, mais je crois que les gens seraient extrêmement choqués que les Spurs transfèrent leur pick 2. Si c'est le cas, c'est que moi, il n'y a que 2 noms qui semblent à peu près dans la marmite. C'est un grec qui est du côté de Milwaukee, mais j'y crois pas à l'heure actuelle. Ou alors, c'est un ailier polyvalent du côté de Boston. Mais alors là, c'est tout. Parce que je n'y crois pas autour de KD. On a plus parlé du pick 14, on en parlera. Mais KD, je pense pas que tu aies besoin de donner une aussi grosse contrepartie. Hein. Absolument. Les Spurs sont aussi dans une histoire de construction avec leur pick de draft. C'est pas une grande place de free agency. Donc, un joueur de ce talent-là, tu le prends. C'est Dylan Harper. Au fit,
le rêve aurait été d'être 1 pour avoir Cooper Flag. Bah bien sûr. Parce qu'à ce moment-là, tu as le 4 Flag, ultra Wembanyama. défensif. Parce que Harper, il y a un micro-embouteillage, là, on parlait en termes de ball handling à développer autour de Fox et Castle, mais ça aurait été vraiment génial. Mais là, c'est quand tu parles de luxe. Avec Harper, tu t'offres l'option. C'est quand là qu'il faut prolonger Fox? C'est dans un an? Non, l'extension est possible cet été. Oui, mais sinon, ils peuvent attendre un an potentiellement. Oui, tu peux, mais bon. Je pense que le clin d'œil qui a été passé en février, il venait de là aussi. Mais tu t'offres l'option ça se passe pas comme tu veux avec Fox ou quoi. De soit tu le trades parce que tu viens de faire une extension, soit, enfin tu vois, genre tu t'offres des options, potentiellement une option de confort sur le backcourt et de talent offensif aussi, parce que on peut dire ce qu'on veut, mais la défense des Spurs, moi je vois bien comment elle est en train de se construire. L'attaque, il y a encore un beau petit chantier. Il y a du boulot, bien sûr. Et oui, Fox peut être peut être vraiment un point central d'attaque, mais ça se trouve Dylan Harper, dans son genre, les tout autant. Tout à fait. Assez vite. Alex, tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est à ce moment-là que toi et moi, on va se redresser dans le canapé, on va faire genre. Alors, bienvenue à la draft 2025. Ouais. Pick 3, Sixers. Alors, là, tu l'as dit en intro. Parce que moi j'ai 3 versions de mock, donc Alex, j'ai ma version 3.0. Et que va-t-il se passer avec nos amis les Sixers? Équipe qui a évidemment déçu la saison dernière, mais qui a ce sésame après un très joli tanking. Alex, t'as mis quoi dans ta mock? Alors déjà, c'est pas les Sixers qui draftent en 3 dans ma mock. Au début, je vais te mettre rapidement le cheminement de ma réflexion. Le coquin. Non, pour moi les Sixers, après peut-être que ça va être le cas, mais pour moi ils draftent pas en 3. J'ai du mal à y croire. Ils ont d'autres choses potentiellement à gérer, ils ont des problèmes d'assets, ils ont des problèmes de talent tout de suite, ils ont d'autres sujets que de drafter du potentiel. Si drafter en 3, j'ai envie de leur mettre VJ Edgecombe parce que je trouve qu'il colle assez bien en termes de profil à Maxi, mais je suis même pas sûr qu'il soit dans ce délire-là. Ça reste quand même un joueur à travailler, quand même, VJ Edgecombe et tout. Je pense que les Sixers vont essayer dans les jours qui viennent, de trade down, comme on dit, et on le saura probablement qu'à la dernière minute. Au début, ne le note pas parce que c'est pas ça que j'ai fait au final. Au début, je m'étais dit, tiens, je les vois bien trader avec les Wizards. Les Wizards qui sont en 6, ça te fait un peu baisser dans la draft. Les Wizards qui ont un deuxième pick ou qui ont des second rounds, enfin qui peuvent te compenser un tout petit peu le fait de monter en te mettant un second round dans les années à venir, où ils ont un deuxième pick cette année, il me semble, les Wizards. Ça fait peut-être un peu cher pour les Wizards. Oui. Ils ont le pick 18. Non mais ça fait peut-être un peu cher. Ou peut-être ils te mettent un second round, ou surtout, peut-être qu'ils peuvent t'encaisser un de tes petits contrats de player option que t'es pas sûr, genre un petit Drummond ou un petit Eric Gordon, tu sais, qui sont en player option, qui risquent de prendre l'argent et de rester à Philly. Pas sûr que Philly en ait tant envie que ça, tu vois, parce que la situation financière de Philly n'est quand même je suis à un niveau de pas curiosité non plus folle. Ensuite, baisser à la draft pour Philly. Je rappelle à tout le monde que tu économises pas mal de pognon, parce que là je me suis ouvert la rookie scale entre un pick 3 et un pick 6. T'as 13 millions de différence sur 4 ans. Sur 4 ans, bien sûr. Ouais, quand même, c'est 4 millions tout de suite dès la première année. Oui. Dans la situation financière des Sixers, qui, je le rappelle, en 3 joueurs ont un cap de rempli. Voilà. Joel Embiid va gagner 55 millions la saison prochaine, Paul George 51, Maxi n'est qu'à 37, mais après ça monte 40, 43, 46, enfin bref. Donc, au début j'avais ce trade là, mais je vous en parlerai plus tard des Wizards. Il y a eu du mouvement, je ne vais pas dévoiler maintenant, sinon il y a eu des choses qui ont été dites et des choses qui sont sorties qui m'ont fait si j'étais les Wizards, moi je ne bougerais plus. Donc j'ai cherché un autre trade, ça a été un peu chiant, et j'en ai trouvé un trade à 3 équipes à la draft. Ah ouais, toi t'es comme un. J'ai 3 équipes qui bougent. Vas-y Alex. Les Sixers vont trader leur pick 3 et un contrat, je sais pas lequel parce que ça les arrange. La player option de Drummond, la player option d'Eric Gordon, un bout de salaire, quoi, tu vois. Okay. Une année, là, 5 millions, 4 millions, un truc pas trop cher à encaisser. Les Pelicans et les Hornets sont dans ce deal avec eux. Les Pelicans vont mettre sur la table leur pick 7 et leur pick 23 qui viennent de gratter aux Pacers. Tu sais, ils viennent de gratter. Oui, bien sûr. Voilà, leur pick 7 et leur pick 23, les Pelicans. Peut-être qu'eux aussi ils vont mettre un petit bout de contrat qui les emmerde. Les bouts de contrat sont pour les Hornets, qui eux mettent sur la table leur pick 4 et
On verra comment ils s'organisent. Soit ils encaissent plusieurs contrats, soit ils mettent leur pick 32, leur second round. Ouais. Au final, tu as en pick 3 les Hornets. Les Hornets. Oui, 3. en pick 3 les Hornets qui, je pense, s'ils se démerdent bien dans l'équation et qu'ils acceptent d'encaisser du salaire pas ouf, peuvent avoir le pick 23 des Pélicans avec. Mais ça ne concerne pas notre vidéo d'aujourd'hui. Donc tu nous as mis les Sixers en 7ème. Les Sixers en 7. D'accord. Peut-être avec le pick 32 des Hornets, le second round, ou même pas, parce qu'en fait, comme ils filent le contrat de Drummond, par exemple, ou un truc comme ça. Et les Pels en 4. Et les Pels en 4, juste en 4, les Pels. J'adore. J'ai dit à Alex, t'en fais pas, vas-y, je peux changer les tableaux. Bah regarde ça. Voilà. Hop là. Les Hornets sont en 3, les Pels sont en 4, les Sixers en 7. Donc toi tu as slide down, d'où l'expression. Les Sixers slide Nos down, amis les donc Sixers. j'en parle pas plus maintenant. Parce que j'expliquerai ce qu'ils draftent quand on arrivera sur eux. Ce qui fait que du coup, moi en 3, là, puisque là tout de suite, taper, regarde, ça va être c'est le magnifique. pick 3 qui nous intéresse tout de suite. Moi en 3 tout de suite, pourquoi les Hornets encaissent comme ça du salaire pour monter finalement que de 4 à 3, c'est parce que finalement ils montent de 4 à 3, donc en fait ils lâchent leur pick 4 pour un pick 3, mais tu vois ils vont encaisser quoi, le salaire de Drummond, peut-être que les Pélicans vont leur faire avaler peut-être le salaire d'Olynyk et puis ils vont dire non, tu vois, je sais pas, en tout cas des joueurs jouables pour eux, surtout qu'en plus on sait qu'au poste de pivot ils se posent des questions, c'est pas le contrat de Nurkic qui va les sauver et on sait qu'ils peuvent potentiellement avoir envie de trader Mark Williams, donc à voir dans quel état ils sont. Mais non, ils ont dans dit quel ils adorent délire. Mark Williams. Comment ? Ils ont dit ils adorent Mark Williams. Oui, oui, bah, je vous reconseille la vidéo du communiqué de presse. Mais oui, donc les Hornets, en fait, gratter et monter en 3 pour éviter que ce soit les Wizards, le Jazz, ou les Pélicans, ça les intéresse parce que je pense que les Hornets, il faut qu'ils draftent VJ et Edgecombe. Voilà, en 3. VJ en 3. Ouais. Putain, quelle explication monumentale. VJ, Edgecombe. Alors, ça veut donc dire, si je dis pas de bêtises, que VJ et Edgecombe en 3 ce que tu vois, et c'est... Pélicans qui draftent en 4 derrière. C'est ça, on va y revenir, mais donc Edgecombe, profil dont on a parlé, arrière, qui vient entre Lamelo et Brandon Miller. Oui. Et je pense que ce profil intéresse est bien dans la timeline à peu près des Hornets. C'est-à-dire, Oui. défensivement, il va être bon tout de suite. Après, il y a un peu de taf offensivement, il faut le polir, faut lui apprendre. Mais offensivement, il est entre deux joueurs qu'on montrait là que quand ils sont pas blessés, Bien sûr. ils rigolent pas quoi. Le duo Lamelo Brandon Miller en attaque, normalement, t'es Tout à sérieux. Et les Hornets, avoir un mec long, athlétique, qui se bat défensivement, qui va être là pour ce genre de mission et tout. Surtout aux côtés de Lamelo, parce que Brandon Miller, moi défensivement, je l'ai pas trouvé si dégueu moi sur sa première saison. Je dis pas que. À confirmer. Oui, voilà, c'est pas Jalen Brown, mais enfin, À confirmer. c'est quand même, il y a des choses. Faut jouer sur le C'est terrain. pas en fait. minable. C'est pas minable. Et donc je pense que Edgecombe colle de ouf, et je pense qu'en 7, pardon pas en 7, en 4, eh ben les Hornets sont pas sûrs de le prendre. Oui, c'est ça. Si ça se trouve, les Sixers trade avec quelqu'un d'autre, les Wizards, les Pels en direct, le Jazz qui vient draguer, les Nets qui ont plein de pics, et ils se font fumer comme ça. Edgecombe. Donc en fait, pour pas si cher, parce que finalement, Oui. en fait, c'est quoi ? Tu donnes ton pick 32 et t'encaisses un salaire alors que t'as de la place ? Ça va. Pour le joueur que tu rêves d'avoir, c'est le prix. Je pense que si les Hornets, comme je le pense, ont très envie du fit Edgecombe, soit ils misent sur le fait que les Sixers vont rester en 3 et vont prendre quelqu'un d'autre. Attention, c'est risqué. Tu sais pas. Ouais, c'est sûr. Soit ils font ce petit trade où bon an mal an, ça gratouille, ça sent, ça. Tout le monde, en gros là, tout le monde est un peu content. J'expliquerai après pourquoi les Pélicans veulent monter et sont intéressés éventuellement par monter. Mais pour moi, les Sixers qui trade down, là en plus ils descendent carrément en 7. Donc par rapport à ma rookie scale de tout à l'heure, bouge pas. Tu nous as taffé ça. Hein. Ils passent de 50 millions à 34. Ils économisent 16 millions 16 patates, sur hein. les 4 prochaines années. Au lieu de payer un mec 12,5 l'année prochaine, il le paye 7,5. Tu viens de filer les 5 millions de player option de Drummond et tu économises 5 millions. Tu viens d'économiser 10. Moi, s'il y a ce genre de transfert... Avec les histoires d'Apron et tout, je peux vous dire que c'est tout à fait quelque chose que tu peux envisager dans le staff des Sixers. Moi, j'aime beaucoup le scénario et puis j'aurais été très étonné qu'un jour de tournage de mock draft, tu m'aies pas fait un truc. Ça a du sens, et moi, j'adorais. J'ai fait mon Simon, on appelle ça. Mais très très beau. Ah, mais Simon, il aurait dit derrière, il y a transfert de Anthony Davis dans la balance pour que Cooper Flag descende à Utah. Non, j'ai pas le niveau encore. Mais en tout cas, j'aime beaucoup l'idée, notamment que les Hornets montent, parce que c'est vrai que dans une période de reconstruction comme ça, tu as envie quand même d'avoir le joueur que tu désires.
le plus. Et là, t'as l'occasion. Edgecombe, c'est pas comme si tu le reach en 3. Il est annoncé dans le top 5. Je dis pas on verra dans 5 ans s'il méritait ça, mais aujourd'hui, il est annoncé par là. Ouais. Sauf qu'en 4, t'es pas sûr de l'avoir. En draftant, en tradant comme ça. Voilà. Alors, Bastien, maintenant, magnifique. Les Sixers. Moi, ça va être extrêmement simple. Vas-y, Ça va être beaucoup plus simple que ça. Je vais essayer de rebasculer normalement voilà, sur Philly en pick numéro 3. J'entends, et j'aimerais beaucoup que se passe ce scénario. J'ai le sentiment que même si les timelines en effet sont très claires et que Philly veut essayer de jouer quelque chose, la situation financière est telle pour Philly que je pense avoir un joueur de très grand talent dont ils peuvent contrôler le contrat sur à moyen terme, assez haut dans la draft, je pense que c'est le genre d'opportunité qu'il ne faut surtout pas laisser passer. D'accord. Et donc, même si tu peux le faire en pick 7, puisque du coup c'est un joueur de talent qui a un contrat que tu peux contrôler, mais pick 3, je me suis posé la question, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a de certain à Philly ? Rien. On a entendu récemment qu'il y avait de la demande de workout autour de Ace Bailey qui a été apparemment plutôt annulée parce qu'il souhaitait une promesse de la part des Sixers. Donc on commence à rentrer dans des jeux, tu sais, de quelqu'un a une garantie, une machin et truc. Moi je pense qu'à un moment, Philly, on ne sait pas comment ça va se passer avec Paul George. Il y a déjà eu des discussions et des noms qui ont été balancés à droite à gauche. Même Utah récemment a été mentionné autour de Paul George. On a eu des... Il reste 3 ans. Tout à fait. On a eu des... Oui, mais tu sais, Danny Ainge, quand tu peux coller des petits morceaux à droite à gauche, j'aime bien. Ils sortent du draft capital, là, comme on dit, là, il va falloir qu'ils en sortent. Là, Est-ce que Joel Embiid, dont tu as bien parlé tout au long de la saison par rapport à sa situation contractuelle, est un projet qui va rester à la tête des Sixers pendant longtemps ? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que là... Attends, du coup, là, vas-y, raconte. Là. Tu les fais drafter ou pas ? Moi, je l'ai fait drafter en 3. Ouais, et moi, avec ce raisonnement-là, tu arrives à quel joueur, du coup ? Moi, je pense que, en fait, même s'il n'y a pas eu le workout qu'il souhaitait ou quoi que ce soit, on aura Ace Bailey à Philadelphie. D'accord. J'étais entre VJ Edgecombe et Ace Bailey. Ok. VJ Edgecombe, j'adorais parce que le joueur, on en a parlé plein de fois. Mais le fit a l'air possible. Après, possible, mais il y a eu des telles perspectives autour de Jared McCain l'année dernière, autour de Tyrese Maxey et Jared McCain, que du coup on est vraiment sur 3 petits. Il faudrait le mettre en 3. Je sais pas si il y a Paul George, il y a Kelly Oubre, enfin il y a du monde. C'est ça. Je trouve qu'on, même s'il y a des choses à redire sur Ace Bailey, notamment en termes de profil de joueur, de choix offensifs, etc., je trouve que parfois on est un petit peu trop dur avec lui. Moi, je trouve qu'en termes d'athlète, en termes de capacité, en termes de fight, en termes de fight au rebond, de certains réflexes défensifs, je trouve qu'il y a quelque chose d'hyper intéressant. On ne sait pas ce que va donner Paul George à court, moyen, long terme à Philadelphie. On sait que avoir des 6'7", 6'8", parce qu'on arrête les 6'10", c'est pas un 6'10", Ace Bailey, c'est plutôt un 6'7", 6'8". Un joueur de cette taille-là, avec des capacités défensives, est capable quand même de bien attaquer, avec un certain potentiel quand même. On ne sait pas si c'est Rudy Gay ou si ce sera Paul George, c'est un petit peu ça l'espèce de... C'est vrai qu'on n'a pas parlé de lui dans nos chouchous. Non, voir ce que j'avais mis en comparo. T'as du Paul George, t'as du Rudy Gay. Bien sûr, il y a du Rudy Gay. Tout à fait. J'avais mis Brandon Miller aussi. Brandon Miller, absolument. Ce sont des pick 3, en tout cas. J'avais mis Porter Junior aussi. Ça Michael ressemble Porter un petit Jr., peu. tout à fait, avec une défense que je trouve est assez avancée chez Ace Bailey. Donc je l'ai mis en 3 du côté de Philadelphie. Je pense que Philly en fait va avoir ce pic là et qu'il y a une espèce de guerre là qui a lieu au niveau de la promesse faite à Ace Bailey, mais je le conserve ici dans le top 3 et donc il sera aux côtés de son ami Dylan Harper avec qui il a été à Rutgers notamment cette saison. Voilà, après moi je pense qu'il y a des fans des Sixers qui vont me dire non on veut pas ce pic quoi que ce soit. Moi j'ai hâte d'avoir justement le désir et le souhait des fans des Sixers. Est-ce que vous conservez ce pick ? Si oui, quel joueur vous prenez ? Ou est-ce que vous êtes dans l'optique d'Alex de slide down ou de même prendre part à un plus gros transfert ? Il y a des gens, Alex, qui ont mentionné que même pour se débarrasser de Paul George, tu pouvais y accoler ce genre de pick. Je l'ai vu avec Kevin Durant, on l'a vu. Oui. Après, voilà. Effectivement, il y a l'option. Moi, j'ai étudié l'option, mais c'est vrai que dans le cadre d'une mock draft, mais l'option où les Sixers se servent de ce pick 3 pour ramener un joueur vétéran, oui. Sans lâcher forcément Paul George, donc tu ramènes un vétéran à côté de Maxey, Paul George et Embiid. C'est ça. Tu en ramènes un de plus dans l'équipe pour win now.
C'est ça. Voilà. Parce que Embiid et Paul George, comme tu l'as très bien dit, Bastien, Maxi, franchement, il y a encore du temps. Enfin, je veux dire, t'as l'impression que Maxi va être bon encore pas mal d'années. Très bon. Alors qu'on sent bien que Embiid, c'est compliqué physiquement, et que Paul George, bah, il rajeunit plus. Hein, là, ça se voit. Donc, il a encore peut-être 1 ou 2 saisons dans les papates, mais encore faudrait-il qu'il joue et tout. Qu'il joue, etc. Mais c'est fou comme. Voilà. Vas-y, pardon. En gros, je veux dire, moi, je les vois plus dans une optique de ajouter des joueurs qui tout de suite pèsent. Alors Ace Bailey peut peser, attention. Peut peser, mais son poste c'est celui de Paul George quand même. 3-4. Ouais, voilà, c'est ça. Mais alors là, les ailes Paul George, Ace Bailey, je sais pas, je le ferai pas moi, je pense en tant que Sixers. Mais après dites-nous justement, mais ce qui est sûr, c'est que là, on vient de le voir, c'est à partir de ce moment-là qu'on va tous se bouffer les ongles. Et Alex, là, je ne pensais pas appuyer maintenant sur Save, mais je le fais. Chez toi, on est donc en pick 4 chez les Pélicans. Ah oui. T'as vu cette prod? Regarde ça, je te mets dans ton tableau. Tu as mis Cooper Flag, Dylan Harper, VJ Edgecombe, et maintenant ce sont donc les Pels qui étaient en 7. Exactement. Les Pels en 7, qui montent en 4 en ayant lâché, je pense, leur 7 et leur 23. Et s'ils arrivent à bien gérer, ils peuvent peut-être même fourguer un bout de contrat, un contrat qui les fait un peu chier ou qu'ils n'ont pas forcément envie de garder. Ils peuvent peut-être fourguer ça. J'ai dit Olynyk, mais ça se trouve, ils ont envie de garder Olynyk. Hein. Mais peut-être fourguer un contrat comme ça à Hornets dans la même occasion. Toujours est-il qu'ils récupéreraient le pick 4, donc ils passent de 7 à 4. C'est ça. Pour un joueur. Alors que se passe-t-il là cette fois pour Trey Johnson. Le chouchou qui fait partie des chouchous de Bastien. Qui, Trey Johnson, entre autres qualités, en a une qui, à mon avis, intéresse très fort les Pélicans, c'est que c'est un shot maker dans la ligne arrière. Merci McCollum, on peut y aller. Hein. Exactement. Ouais, tu sais quoi, une petite saison avec McCollum, moi ça me dérange pas pour apprendre des trucs. Mais après, pour être aux côtés de... Ok, Dejounte Murray peut scorer, hein, mais je pense que Trey Johnson peut lui mettre sa race au scoring assez vite. Oui, et puis Dejounte Murray est blessé fort. Enfin, je veux dire, il y a une grosse blessure, donc on va voir à la reprise de la saison. On verra à la reprise de la saison. Et ensuite, les ailiers, Trey Murphy peut scorer, Herb Jones, on a vu, pouvait faire des progrès Jordan Hawkins et tout, mais en gros, ça leur ferait pas de mal. Et ils ont de la longueur, mais de toute façon, au niveau longueur, il est pas minable, hein, l'ami Trey Johnson, attention. Mais je veux dire, ils ont de la longueur défensive, hein, ils ont encore Herb Jones, Trey Murphy, on verra et tout. Et je pense que Trey Johnson, lui aussi, est attendu assez haut dans cette draft. Il a que 19 ans, il joue poste 2-3, donc il va pouvoir s'intégrer dans la rotation des Pélicans. Nouveau management à la Nouvelle-Orléans, ajouter du talent offensif avec gros potentiel comme ça en swingman, un super shooter. Super shooter qui... Comme vous allez voir la vidéo, Bastien il en parle et tout, ça va, à mon avis, ça va tomber dedans en NBA tout pareil. Ça va tomber dedans. Ça va être incroyable. Surtout autour d'un Zion qui crée quand même des espaces. Allez, on croise les doigts, on espère que Zion va pouvoir jouer au basket, tout ça. On verra, parce qu'il y a de l'extra sportif tout catastrophique là côté Zion. Donc on verra où ça le mène. Et même sur ces bémols à Trey Johnson, c'est-à-dire est-ce qu'il va faire les bons efforts défensifs, nanana et tout, tu sais qu'il y a du monde autour pour le récupérer. Ah oui. Donc j'aime bien et je pense que ça peut être une bonne raison pour les Pels de monter parce que je pense pas qu'en 7 pour le coup, je pense pas qu'en 7 t'as Trey Johnson. Je suis d'accord. Je pense pas que tu l'aies. Ça veut donc dire je pense pas que ça passe le Jazz derrière ou les Wizards, tu vois. Ça veut donc dire que Joe Dumars qui vient d'arriver là, notamment à la tête, un changement. Fait un trade, il monte. Et tout de suite agressif pour avoir le joueur de ses choix quoi. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est il y a deux choses qui m'ont mis la puce à l'oreille. La première chose qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est le fait qu'ils aillent chercher ce pick 23 des Pacers là en tradant leur pick de l'année prochaine, je sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis dit, attends, pourquoi ils font ça? Ils veulent drafter 2 fois? Oui. Peut-être. Et je me suis dit, bah moi dans ma mock draft, ça leur servira à monter. Ok, j'aime bien. Parce que c'est une hypothèse que je me suis dit, tiens, ils veulent peut-être monter. Peut-être essayer. Et pour moi, s'ils veulent monter, c'est pour un joueur que tu penses pas avoir en 7. Non. Bah, à moins de monter plus haut là, mais c'est compliqué. Trey Johnson, ça passe pas. Hein. Je pense pas. Donc voilà. Très Pélican, bien. J'aime beaucoup. Trey Johnson. Qui sera à côté de Trey Murphy. Ce seront les 3 qui seront de base. Du coup, moi, je retourne à Charlotte. Et là, je vais faire très très simple, très très rapide. Mon cher Alex, si je suis bon sur la prod normalement. Hop là, les Hornets. On va pas perdre de temps puisqu'après, on va passer au pick 5. Se passe ce qui s'est passé chez toi, mais un pick plus tard. VJ Edgecombe. Charlotte Hornets. D'accord. Dans ma mock, il passe. Vu que Ace Bailey est à Philly, ça passe. VJ Edgecombe se retrouve disponible. Les Hornets se disent
on a un petit peu chaud aux fesses, mais on va quand même avoir VJ Edgecombe et on a la triplette, la Melo Ball, VJ Edgecombe avec Brandon Miller, sachant qu'on ne sait pas encore la Melo Ball, combien de temps ce projet va durer, etc. Mais Edgecombe déjà, Brandon Miller, j'aime beaucoup, et puis on va voir autour de justement de Charles Lee ce que ça peut donner, mais tu en as très bien parlé, je ne vais pas aller plus loin, c'est vraiment les Hornets ne bougent pas. Pour le moment, moi, il n'y a pas eu trop de mouvement sur les 4 premiers picks, à la différence d'Alex. J'ajoute juste du coup VJ Edgecombe qui moi va rejoindre les Hornets, c'est le pick pour moi le plus évident pour eux. Oui. Après, ils pourraient nous surprendre et dire allez, Trey Johnson c'est le 2 à côté de la Melo, mais alors là on est sur un autre registre quand même. C'est pas le même défenseur, c'est pas les mêmes besoins. La complémentarité est quand même beaucoup moins évidente. C'est un peu différent, tout à fait. Je suis d'accord. C'est là où Edgecombe d'ailleurs peut sembler d'ailleurs tout à fait complémentaire chez les Sixers également. Tout à fait. Bien sûr. Un peu petit, je suis d'accord avec l'histoire de Jared McCain et tout, mais quand même. Tout à fait. On va passer en pick 5 ? Pick 5, Utah. Nous sommes chez le Utah Jazz. Question tout de suite que je pose Alex de but en blanc. Dis-moi. Est-ce que le Jazz pique en 5 ? Alors chez moi, oui. Yes. Mais préparez-vous, le trade là, avec les Sixers, les machins, tu sais que Danny Ainge qui laisse passer des pics comme ça, c'est pas sûr. Tout à fait. Mais en tout cas chez moi, oui, ça draft et du coup ils sont bien dans la merde dans ma mock draft. C'est l'équipe où j'étais là genre, je suis avancé, je suis oui merde. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Je les vois pas du tout prendre Ace Bailey. Moi j'ai Ace Bailey de dispo encore. Hein. Tout à fait. Je les vois pas le prendre. Oh, ça va slide. Ouais, ça descend Ace Bailey. Moi. Alex, juste pour redonner évidemment l'historique un peu par rapport à tout ça, Utah est le clair perdant de la loterie, c'était l'équipe qui avait le pire bilan de toute la NBA. Le perdant de la draft aussi, je pense. Et on a vu les Pistons avaient ce rôle récemment, et avec notamment Ron Holland qui était donc choisi en 5, et avant Oscar Thompson qui était choisi en 5. On avait eu aussi du comment il s'appelle le dragster, Ivy. Jaden Ivy qui a été aussi pick en 5. C'est le fameux stéréotype de tu avais le pire bilan de la NBA et la loterie t'a puni. Oui. Et donc c'est le Jazz, Alex, qui se retrouve en 5. Comment ça se passe dans ton monde ? Parce que là, il y a du Bailey disponible, les zoom caméras vont sur lui, il y a un autre joueur qui passe. Comment ça se passe chez toi ? Pour moi, une fois que tu arrives là dans ma mock, c'est-à-dire avec Flag en 1, Dylan Harper en 2, les Sixers qui ont tradé, les Hornets qui viennent prendre Edgecombe en 3 et les Pels qui te sont passés devant et qui prennent Trey Johnson qui à mon avis intéressait beaucoup le Jazz. Je pense que s'ils se bougent pas le cul, le Jazz, ils n'auront pas Trey Johnson en 5. Après, je peux me tromper, mais j'ai l'impression qu'ils ne l'auront pas. Que ça les intéresse très fort. T'arrives là, pour moi, le management du Jazz draft en 5 et se dit bon, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, il y a 2 joueurs, à mon avis, qui vont venir tout de suite dans leur pensée. C'est ou Jeremiah Fears ou Con Knuppel. Et tu leur donnes Knuppel. C'est bien, non ? Non ? Pourquoi tu ris ? Ça leur va bien. Ça leur va super bien. Le pick le plus obvious. Devine qui a mis Con Knuppel au Jazz. Je sais pas. Eh bah Bibi. Ah bah voilà, oui, voilà, c'est ça, c'est normal. Ah, la spéciale. 2 raisons. Déjà il est blanc. C'est pas que de la moquerie de shooter blanc. Non. C'est aussi que d'un point de vue de ce qu'il représente comme joueur, bien sûr, dans sa dans son arrivée, dans sa traduction translation to NBA, translate to NBA, shooter, adaptation à cette nouvelle ligue professionnelle, geste de shoot magnifique. Bien sûr. Shooter, catch and shoot, c'est un tueur en catch and shoot. Je pense que demain là, tu le mets en NBA. De toute façon, les scouting reports vont dire le rookie, il faut pas qu'il shoot tout seul. Non, on est sur les Bogdanovic, un peu à la Boyan. Il me fait penser à Boyan parfois dans les Dalton Knecht aussi, tu vois, qui est un bon shooter. Il peut te faire penser à l'ancienne, il peut te faire penser à des Korver ou à des Walid Sherbak ou des gars comme ça, quoi. Bien sûr. Duncan Robinson. Exactement. Efficace, mec propre, avec du bon QI basket. Je pense qu'il y a un peu de potentiel pour que ça soit un joueur tout à fait honnête en défense et au rebond. Après, ça va pas devenir un monstre parce qu'athlétiquement, voilà, c'est pas non plus le mec de ouf, mais c'est pas de ouf, mais c'est plus que ce qu'on c'est plus que ce qu'on veut bien dire. Je suis d'accord avec ça. Et surtout, le Jazz aujourd'hui, vu sa construction d'équipe, où t'as comment il s'appelle le meneur tanké là que j'aime beaucoup là, Isaiah Collier. Isaiah Collier qui a montré des choses intéressantes, mais qui lui est un vrai meneur, poste 1, pur, passeur, rebondeur, défenseur, pas forcément shooter. Ah, bien sûr. Il colle. Keyon Tedgers qui est un all-around combo guard qui sait faire énormément de choses, qui a beaucoup de talent. Con Knuppel colle également. Si tu mets les deux et que tu le fous en 3, tu vas être un peu en galère en défense, mais tu peux avoir des choses qui se passent. Bien sûr. Et comme tu as des
Sensabo, Taylor Hendricks, on va voir comment il va revenir. T'as du Markkanen, t'as encore Walker Kessler, t'as encore John Collins. T'as encore John Collins, t'as encore pas mal de joueurs athlétiques et tout dans ton front de courte. Mais aucun d'eux, à part Markkanen, et encore Markkanen ça dépend, aucun d'eux n'est vraiment ce sniper, ce mec qui te space le floor et tout. Je pense que Con Knuppel, du haut de ses 20 ans, qu'il aura en août, peut arriver et peut s'inscrire dans la timeline du Jazz et en devenir genre le gars qui, grâce à sa simple présence petit à petit et ses 14 ou 15 points par match, à terme, avec des très bons pourcentages. Ouais, c'est solide. Et souvent, solide. borderline 50-40-90, tu vois, souvent. Ouais. Et qui crée beaucoup de choses et qui devient un joueur très correct de ton équipe, qui fait partie de ton noyau de 6, 7, 8 gars sur lequel tu veux construire ton équipe compétitive. Donc en 5, je mets Con Knuppel et Bastien aussi. Moi aussi, je t'ai mis Con Knuppel. Alors, au-delà de l'appareil, encore au-delà de la blague, donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez le rechecker évidemment en coéquipier de Cooper Flagg à Duke et de Malohak, évidemment, qu'on a vu aussi. Je suis d'accord évidemment avec tout ce que tu as dit là. Il y a un peu plus que le stéréotype qu'on va lui mettre. Moi, j'aime bien même son fighting spirit. Je pense qu'il y a quelque chose vraiment d'hyper intéressant avec lui à développer. C'est pas un reach et c'est pas non plus un drop. Tu vois, c'est-à-dire que c'est vraiment, il a été projeté dans les places 5 à 8, à peu près un Con Knuppel depuis quelques temps. Non, il est dans la zone. Il est dans cette zone. Allez, peut-être la zone haute, parce qu'on le voit difficilement être drafté plus haut quand même. Tout à fait. Et en fait, quand on regarde les autres, là, t'en as bien parlé au sein du poste du Jazz, mais là, je regarde évidemment les autres garçons. Si Trey Johnson est là, formidable, mais bon, si ça se trouve, il ne sera plus là. Si Jeremiah Fears est présent, alors là, je vais dire, bon les gars, il y a un moment, il va falloir peut-être drafter sur d'autres postes parce que c'est un peu compliqué, quoi. Enfin, je veux dire, on commence à avoir Isaiah Collier, Keontae George. Moi, c'est pour ça que j'ai pas mis Jeremiah Fears, parce que potentiel incroyable. Hein. Tout à fait. Super joueur. Hein. Oui. Mais effectivement, entre Isaiah Collier et Keontae George, et en plus Jeremiah Fears, je sais pas si je mettrais le spacing dans ses qualités principales. Non, donc, du coup, ça colle moins. C'est ça. Donc, en fait, c'est bien. Je trouve que ça fit avec Will Hardy et le fait qu'il ait du temps aussi devant lui, parce que Knuppel va avoir un extrêmement bon plancher et l'idée c'est de savoir quel est le plafond. Et comment il s'intègre dans le collectif et tout. Mais donc ça a bien marché, donc voilà. Au-delà de la blagounette, parce qu'elle est facile à voir, moi je trouve que ça a du sens aussi. Con Knuppel, qui est donc en pick numéro 5 pour le moment. On a juste un petit switch sur les places 3 et 4, mais Alex n'a toujours pas de Ace Bailey. Est-ce que Ace toi, Bailey t'as toujours pas? C'est qui que t'as pas, toi, du coup? Ça va, Trey Johnson n'est pas encore sorti. Ah oui, Trey Johnson, quoi. Pick numéro 6, Alex, est-ce que tu connais la Maison Blanche? Ouais, je connais. Et là, les Wizards se frottent les mains et se disent « Pitié, dites-nous que la mock draft d'Alex est la bonne, puisque si tu peux être en 6, les Wizards et pécho Ace Bailey, moi je pense que ça le fait bien. » Okay. Et en plus, tu peux dire à Ace Bailey « Ça va, c'est pas loin, Philadelphie, commence pas à nous saouler, regarde, c'est tout ça à côté. » Enfin, à côté, je m'entends, à l'échelle des États-Unis. Hein. Ace Bailey en 6. Ouais, Ace Bailey chez les Wizards. Pour être honnête avec vous, j'ai hésité entre deux joueurs. Ace Bailey, parce que c'est logique, là, vu ce que je décris comme scénario. Déjà, c'est un peu un drop quand même pour Ace Bailey de sortir du top 5 quand même, je trouve. Bon. Pas un truc de fou, mais quand même. Quand même, il y a pas beaucoup de mocks qui le sortent du top 5. Hein. Pourrait chuter en 7 chez les Sixers. Ouais, j'y ai pensé. Hein. J'y ai pensé et j'avais Derrick Queen à mettre tout de suite aux Wizards. Je vous explique pourquoi. Parce que Derrick Queen aux Wizards, j'y ai pensé fort. Mais tu sais qu'à côté d'Alexandre Sarr, ça pourrait être sympa avec les ailiers défensifs qu'ils ont. Parce que les Wizards ont besoin d'une chose, principalement. Faut pas que les fans le prennent mal ce que je vais dire, ou les joueurs des Wizards ou quoi. C'est juste, ils ont besoin de talent offensif. Bah oui, c'est ça, c'est juste du punch offensif, évidemment. Du talent offensif. T'as Jordan Poole, et sinon, t'as que des projets à développer. Hein. Koulibaly a montré des super progrès. Alexandre Sarr travaille, son tir et tout. Il y a des choses. Keyshawn George, j'adore. Mais offensivement... Même Bob Carrington, lui, il a le talent naturel offensif, mais concrètement, il y a encore du temps avant de vraiment bien le développer. D'accord ? Et AJ. Ouais, AJ, ouais. Allez. Que j'ai vu sur la fin de saison, que j'ai complètement adoré du côté de Washington, c'est celui qui a été récupéré dans le trade de Kuzma, je crois, AJ Johnson. AJ Johnson, ouais. J'adore. Ouais. Mais un talent pur, vraiment offensif, que tu vas entourer. Donc je pensais à Derrick Queen parce que je me disais, en fait, Derrick Queen en pivot, Alexandre Sarr, il peut jouer 4 dans la NBA actuelle, espèce de 4 qui stretch et qui défend. Derrick Queen, c'est un pivot dans la NBA actuelle. En tout cas, voilà. Oui. C'est pas à lui que tu demandes de switcher sur les extérieurs de vase. Par contre, tu peux lui filer la balle en attaque.
puis tu peux lui filer près, loin du cercle. Il peut poser des l'intérieur avec dribbles. lequel il est, il shoot L'intérieur devant un peu, avec lequel il est Alexandre. doit être mobile, long, shooter un peu à l'extérieur. Ah, ça Alexandre gueule Sarr, avec ça peut, hein, ça peut. Et les postes 3, 2-3 doivent eux aussi se préparer. C'est pas que Derrick Quinn, je l'ai mis dans mes chouchous, hein. C'est pas que ça va être la passoire de ouf et tout, mais c'est pas lui qui va réparer les erreurs défensives. Non, mais de toute façon, c'est pas son boulot. Déjà, il va essayer de pas en faire lui. Tout à fait. Tu vois. Par contre, en attaque, c'est un joyau qui, à mon avis, peut être incroyable. Donc les Wizards, s'il y a bien une équipe qui aujourd'hui n'a pas encore trop d'identité de jeu offensive, qui pourrait la filer, pas Derrick Quinn, faut pas exagérer, mais construire autour. Mais bon, je pense pas, mais c'était mon hésitation. Du coup, comme j'ai Ace Bailey encore de dispo, je le mets ici, Ace Bailey. Je le mets ici parce que c'est pas du tout mon joueur préféré de cette draft. Et je pense que pendant trop longtemps, les gens ont dit ouais, c'est un 6'10, c'est un 6'10, c'est pas un 6'10 en fait. Non. C'est pas Michael Porter Jr. Voilà, il est pas aussi grand. Il est plutôt de la taille d'un Brandon Miller. Oui, voilà. Ce qui est très bien. Ce qui est un poste normal, une taille normale d'ailier. Ouais. Et je pense que son talent offensif, c'est pas du tout une passoire en défense, c'est pas ce que je dis, mais c'est quand même pas sa qualité première. Non, Les mais joueurs qu'on a cités là, les Rudy Gay, les Brandon Miller et tout, sont des mecs qui sont offensive first, des mecs qui peuvent créer leur propre tir, des mecs qui catch and shoot, qui cut et tout. Et ça, les Wizards en ont besoin. Ils ont là la possibilité dans ma mock draft en 6 de choper un mec qui met des paniers, j'ai un peu envie de te dire, quoi qu'il arrive dans le match. T'es d'accord? Après, il y a des soirs, il va pas te mettre dedans et tout, mais il a un petit côté, genre, j'ai vu des gens qui disaient, oui, il joue un peu comme Carmelo. Doucement. Tout doucement, mais il y a un peu de ça. Ah bon, on lui souhaite très fort. Hein. Mais il y a un peu de ça, il y a un peu de... J'ai vu d'autres qui comparaient à Paul Pierce aussi, tu vois. J'ai dit doucement aussi, très doucement, mais... Et si les Wizards se souviennent de Kuzma, il joue comme Kuzma aussi parfois. Ah non, non. En choix de shoot offensif ouais, parfois. en choix, mais moi je le trouve... je trouve qu'il crée encore mieux son shoot tout seul. Je comprends mieux les comparaisons, même si je les trouve évidemment trop déplafonnés. Mais il y a un côté shot creation. C'est parce qu'il est easy. C'est Ouais. juste ça le truc. Il est facile. C'est qu'il est facile. Ah, il est facile. Il faut reconnaître. Ah, il est trop facile. Il est facile. Et puis là, il va venir aider au rebond et tout. Et là, c'est pareil. Hein. Entre des Alexandre Sarr, des Keyshawn George et des Bilal Koulibaly, bah, ça peut apporter vraiment le talent offensif, changer un peu leur attaque et ramener quelque chose qui va les faire progresser en tant qu'équipe. Après, il faut que tout ce petit monde s'entende et tout. Ça, c'est un autre sujet. On souhaite bon courage au coach. Voilà. En 6, j'ai Ace Bailey. Et Bastien, lui, aux Wizards, il nous a mis, moi je pense savoir ce que tu nous as mis, Trey Johnson. C'est que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, tu sais. Pour des raisons un peu similaires aux miennes, même si les deux joueurs sont des profils quand même différents. Alors, moi, c'est son poste que j'aime moins pour les Wizards. Mais pourquoi je le mets là, Trey Johnson, au-delà de mon amour inconditionnel pour lui, en espérant que ça ne se transforme pas en Johnny Davis, comme certains ont la ref. Tu m'étonnes. On l'aimait bien, lui. Hein. Bon, on l'a jamais vu en NBA. Hein. Putain, fais chier. C'est grosso modo. Mais j'ai grandi notamment avec mon cher Travis Schlenk du côté d'Atlanta, qui a basculé avec Will Dawkins du côté de Washington, avec des choix qui sont bons, qui sont évidents. Et donc, je crois savoir ce que Washington ferait si Trey Johnson était disponible. Au-delà de questions de fit, on a parlé avec Ace Bailey. Je trouve que Trey Johnson peut débarquer et sur ce poste, on va voir, avec Bub comment ça va se développer, on va voir, avec AJ Johnson comment ça va se développer, on va voir, avec Bilal. De Bilal un peu. Tout à fait. Mais là, on parlait, tu l'as très bien dit, on a besoin de talent offensif. Ace Bailey, il a un potentiel offensif. Trey Johnson, il a un plancher offensif qui est supérieur. Demain, Trey Johnson, il débarque, il est meilleur offensivement, je pense, que Ace Bailey. Ah ouais? Je pense. Le potentiel de Ace Bailey est meilleur. Mais je pense que Trey Johnson, tu l'as dit, en termes de scoring, shooting et tout, je pense qu'il est un peu au-dessus. Ah ouais? Ouais, vraiment, je pense. Et donc, du coup, pour Washington, moi, je pense qu'on va voir évidemment comment ça se passe avec Jordan Poole, parce qu'il a été conservé, mais je le mettais un peu plus dans la case Kuzma, d'un mec qui va être bientôt transféré pour donner la place à des jeunes. Le takeover, il est évident pour moi. C'est Trey Johnson balle en main avec d'autres garçons, comme tu as très bien parlé, hein. Keyshawn, Bob Carrington, Bub, AJ, tout ça, pas de souci. Mais c'était soit lui, soit Derrick Quinn se lève de sa chaise et il est 6. Ouais. C'est le seul autre scénar que je peux toi aussi, entendre. t'avais pensé à Derrick Quinn. Parce qu'en fait... Faites-le les Wizards, s'il vous plaît. Et parce qu'en fait aussi, Washington est pick 18, c'est ça? Oui. Et en là, fait, tu peux avoir Ace Bailey, ça se trouve. Non, je déconne. Mais tu peux avoir certains gars dans le profil dont j'ai parlé où tu vas te dire, en fait, il y a certains qui chutent un peu parce que, bon, bah, on avait dit, pourquoi pas, ça se trouve, Nolan est disponible. Et donc, tu as un Nolan Traoré qui vient ce style-là. Et donc, là, tu as ton pivot que tu souhaitais en 6.
et t'as un peu ton garde à fort talent Alors, tu mises en sur pick le bas. fait que Derrick Queen va slide down. Non, justement, tu Non, mais sécurises. ou alors, j'ai dit ou alors, tu mises sur mais le à ce moment-là, je pense qu'il faudra miser sur du Thomas Sorber et sur d'autres gars. Et là, c'est pas le même talent offensif. Non. Je pense vraiment que c'est soit Derrick Queen, soit Trey Johnson. Moi, j'ai mis Trey Johnson parce qu'en fait, tu vas voir ma tête en live si Trey Johnson il passe la place 6. Hein. Je vais te dire genre attends. Ouais, bah, Donc pareil, le pic de Alex, en fait, il se valide chez moi en 7. C'est-à-dire qu'il est chez les Pels en 7. C'est aussi possible. Hein. Ou alors c'est Ace Bailey possible. qui sort parce que Ace Bailey c'est chaud aussi qui descend Ouais, d'autant. mais là, non. Il a du talent quand Ouais, même. bien sûr, non, je pense pas. C'est pour ça, moi c'est comme ça que j'en suis arrivé à Ace Bailey en 6. Oui. Parce qu'en gros, les Wizards, pour moi, ne vont finalement pas bouger de leur place 6. Oui. Même s'il n'y a pas eu non plus tellement de rumeurs comme quoi ils bougeraient. Hein. Mais à un moment, j'ai vu que je me disais, tiens, avec les Sixers, tout ça, ils pourraient peut-être faire quelque chose et aller en 3 pour vraiment prendre un gars qui kiffe vraiment. Oui. Genre Ace Bailey en 3 Wizards, tu vois, s'il le kiffe vraiment. Mais en gros, pour moi, les Wizards vont prendre ce qui tombe du top 5. C'est ça. En gros. Donc toi, c'est Trey Johnson, moi, c'est Ace Bailey. Tout à fait. Et Derrick Queen, Ce serait Derrick pour Queen vraiment en 6, c'est un peu rich, peut-être. Tu vois aussi. sur le papier, mais en tout cas, c'est-à-dire qu'il y aurait un management qui croit très Ah bah fort là, en attention, lui. c'est-à-dire Et que à tu ce fais ton moment-là, attaque autour. On va passer en pick 7. Et donc là, ce ne sont plus les Pélicans chez Alex. Moi, vous allez voir, on va parler des Pels. Mais là, donc, on va parler de Philly avec toi. Oui. On va parler de Philly avec moi. Et alors là, Philly, Ah, démerde-toi. parce que c'est bien joli de les Libère faire ton puzzle, hein. slide down. Donc là, je vais pas leur mettre Derrick Queen en backup de Embiid. non, on va pas faire ça. En fait, je vais leur mettre un joueur qu'on n'avait pas dans nos chouchous, Bastien, mais que j'aime beaucoup quand même. On en a parlé un peu. Même à un moment donné, je croyais que tu l'avais, toi, dans les tiens. Je pense qu'en 7, les Sixers peuvent reach Carter Bryant. Waouh! C'est haut, mon ami! Oui, c'est haut. Mais pas tant que ça non plus. Hein. Alors là, par je contre, l'ai vu en 9-10. Hein. Voilà, 9-10. Plein de fois. Et ça va, on est en 7. Et c'est Kevin O'Connor qui se fait plaisir chez The Ringer. Mais pour le moment, il est non, projeté non. vraiment. The Ringer, ils l'ont mis si haut? Je crois qu'il l'a mis Non, place 9. Quasi. Ah ouais. Carter Bryant en 9. Alors lui, il l'a mis aux Raptors. Alors le pauvre, il y en a 6 comme lui devant lui. Vas-y, parle-nous du coup de Philly. Carter Bryant en 7 à Philly. Oui, parce que Carter Bryant, il remplit plusieurs choses. Bon, déjà, Philly slide down et donc accepte de prendre un joueur un peu plus ce qui reste. Si ça se trouve, ils auront encore ton gars Ace Bailey en 7. Hein. Bon, enfin, ça ferait beaucoup de slides quand même. Alors, ce qui m'étonne, c'est genre que imagine les Wizards dans ma mock draft, ils prennent Derrick Queen, comme on disait, et boum, là il y a Ace Bailey de dispo. Mais alors, ce qui m'étonne, c'est que tout à l'heure, tu vas nous expliquer, c'est que tout à l'heure, notamment, tu disais par rapport à Ace Bailey que les Sixers sont quand même dans une timeline de maintenant, etc. Et que Carter Bryant, c'est plus que vert, c'est diamant brut, c'est fou. Sauf que pour compter sur lui là, la saison prochaine, il peut jouer. Mais il peut jouer. Il a une qualité sûre, pour moi, elle est sûre. Il a une qualité sûre et il peut jouer avec les Sixers titulaire ou dans la rotation, je pense plus, tu vois. Il peut jouer avec les Sixers la saison prochaine, il peut défendre. Oui. Déjà, il peut. Parce que ça va offensivement, après c'est une histoire d'infirmerie, hein, évidemment, à Philly. Mais quand t'as Maxi, Paul George et Joel Embiid sur le terrain, merde, tu peux attaquer. T'es pas là en train de te dire on a besoin de Trey Johnson ou de Ace Bailey pour nous mettre des shoots. Normalement. Évidemment qu'après, quand il y a des blessés et tout, t'es saoulé. Mais sinon, sur le papier, l'équipe, les 3 gros joueurs, les 3 stars super bien payés de Philly, c'est une attaque à eux 3 en fait. Et pourquoi tu prends pas Colin Murray-Boyles dans ce sens-là ? Alors, pourquoi je prends pas Colin Murray-Boyles ? Pourquoi je prends pas ton gars Cedric Coward qui t'a rich ? Ouais. Non, bah oui. Et voilà. Ou Nick Clifford, allons-y, soyons fous. Non, j'exagère. Parce que je prends Carter Bryant, je trouve qu'en termes de poste exact, Colin Murray-Boyles... Non, c'est un 4 qui décale Paul George en 3. Hein. Oui, ou voir qui vient jouer petit 5 tout bouli, là, à la Draymond, un peu, j'ai vu des comparos comme ça, tu vois, voilà. Oui, non, attends, on n'y est pas encore. Carter Bryant, c'est vraiment un ailier 3&D ça leur rappellera Iguodala, ouais. Exactement. Ailier 3&D moderne. Son corps est déjà NBA ready. Hein. Attention. Ouais. Ah ouais. Alors ok, autant le jeu offensif, il y a du taf, mais il y a du taf, mais il y a déjà un très bon pourcentage à 3 points. Bon, après, on verra en NBA comment ça se traduit. Il y a un vrai shoot. Il y a du boulot. Il y a du taf parce que ça rate des lancers. Il y a du taf parce que le handle, on se demande un peu s'il peut vraiment poser un dribble en NBA ou quoi. Mais
potentiellement, tu as un mec qui, quand il cut, et s'il sort et qu'il est open, qui reçoit la balle, peut mettre ses 3. Et sinon, et là, c'est pas du potentiel pour moi, tu as un mec, tu le mets sur le terrain avec des Jared McCain, des Tyrese Maxey, et puis un poste 4 et Embiid, ou avec Paul George, je sais pas comment tu bricoles ton truc et tout, il défend. Et il fera pas tâche. Au contraire même. Au contraire. Il va beaucoup t'aider. Donc, tu as un athlète long, costaud, hein. Franchement, il fait 2 mètres, il fait déjà pas loin de 100 kilos, il a une envergure de malade mental, il est vraiment NBA ready. Avec un catch and shoot, moi j'y crois à son catch and shoot tout de suite. Après, on verra. Hein. Donc, il pénalise pas ton attaque trop. C'est-à-dire qu'en gros, tu le laisses pas non plus tout seul. Ouais. Et quand Embiid est pris à 2, si la défense doit choisir entre laisser shooter McCain ou Maxey ou Carter Bryant, choisiront potentiellement Carter Bryant, hein, on va pas déconner non plus, bah, il va peut-être les faire tomber dedans. Oui. Et de l'autre côté, il va pas te pénaliser. Donc je pense que s'il y a un reach à tenter en 7 côté Pacers, c'est Carter Bryant. D'accord. Espèce de Trevor Ariza. Il me fait penser à Iggy. Trevor Ariza, je trouve qu'il a un meilleur shoot qu'Iggy, moi. Pour moi, c'est Trevor Ariza avec le corps d'Iggy. Un peu. Tu vois, la gestuelle de Carter Bryant est très belle. Elle fait penser à 37% quand même. Et à 37% c'est à pas 3. Mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a vraiment des belles séquences de mécanique de vrai catch and shoot. Là, il me fait penser à Iggy, c'est qu'il y a un côté très bon. On va voir à quel point il y a du playmaking, mais par contre, fou offensif qui peut cutter, qui est très athlétique. Et surtout le personnage. J'en parlerai tout à l'heure, de toute façon, en détail de Carter Bryant, mais moi j'aime surtout le garçon. Mais tu vois, Iggy, des saisons, rien que des saisons à 37%, j'en en vois pas. S'il y en a une là, la 2011-2012, quand il est All-Star à Philly. Voilà, c'est la seule fois. Donc on verra si Carter Bryant arrive à traduire ce potentiel à 3 points en NBA. Oui, voilà. Moi, je le reach. C'est un peu ça l'idée. Mais je crois que sa défense tient le coup déjà en NBA et que rien que ça, en fait, un diamant trop fort sur lequel tu as économisé 5 millions sur ton rookie, tu économises 5 millions, 5 millions par an. Oui, chouette. Et tu te prends un athlète qui peut déjà défendre à côté de toi, parce que j'aime bien la paire. Moi, j'aime beaucoup la paire Maxey-McCain. Oui, pareil. C'est bien qu'ils aient des albatros autour, hein, parce qu'ils sont pas si grands, Maxey-McCain. C'est pour ça que je leur ai mis Bailey. Un bon gros albatros défensif, là. C'est pour ça que je leur ai mis Bailey. Ouais. Moi, je préfère les mensurations et la défense de Carter Bryant, perso. Après, l'attaque, Bailey est incroyable. Mais il y a déjà Paul George. T'inquiète, il sera plus là dans 4 mois. On va voir. Il n'y a pas de problème. On va voir, parce que trader Paul George, ou alors ça va se faire là à la draft. Moi, j'ai évidemment les Pélicans. Chez les Pélicans qui sont à leur place, toi, dans la draft, toi. Tout à fait. Les Pélicans, c'est une situation très particulière, parce que, à la différence d'autres franchises, on en a fait certaines là, mais on est sur un tout nouveau management. Oui. Et ce qui arrive parfois avec les tout nouveaux management, c'est que on est à peine arrivé qu'on veut imposer tout de suite son choix, quitte à marcher totalement sur le fit, parce que ce sont des transferts qui ont été faits précédemment par d'autres managers. Oui. Salut David Griffin, merci, au revoir. Moi je pense que là, pour la main du futur, pour le rythme, pour sa capacité à notamment être en percussion, à être capable de créer pour soi et pour les autres, Jeremiah Fears est disponible, il va à New Orleans. Alors il y a des gens qui vont regarder et qui vont me dire, mais attends, je comprends pas, Dejounte Murray. Plusieurs choses, Dejounte Murray, déjà je le dis, c'est le transfert de l'ancien management qui a lâché du Dyson Daniels, et on n'a même pas attendu 8 mois pour dire bravo Léo, vous avez remporté le trade. Chez les Pels, tu as quelques certitudes. C'est Yves Missy, oui. C'est Trey Murphy, oui. Et Herb Jones. Je dis pas que Zion n'est pas une incertitude, c'est juste que pour le moment, Joe Dumars nous a dit oui, il n'y a pas de souci, je veux construire l'avenir avec lui, on va même l'envoyer à la loterie, c'est lui qui va représenter les Pélicans. Donc ça j'entends. Mais en fait, à l'heure actuelle, je ne pense pas que Dejounte Murray fait partie des plans long terme des Pels. Je pense que c'est une équipe qui a besoin d'un meneur de percussion, qui est capable d'apporter cette dynamique-là, qui est capable justement de laisser aussi les garçons vivre eux. Et je te dis pas que c'est un gros shooter à 3 points. Je te dis pas que c'est non plus un mec qui va pouvoir Mario Chalmersiser la vie et être tranquille sur le côté et bien défendre et attendre son tour. C'est juste que il y a des garçons comme Trey Murphy qui sont en développement et qui n'ont pas besoin qu'il y ait forcément un meneur qui leur marche dessus. Et je trouve que Jeremiah Fears, ça peut représenter un choix plutôt propre de percussion, de meneur de talent qui va débarquer à New Orleans et nous dire écoute, je sais pas pour Zion. On ne sait pas pour Zion. On sent que avec Yves Missy et Trey Murphy, on a des gars qui sont à peu près pas intransférables, mais qu'on a vraiment envie de continuer à développer.
pour ça, j'aimerais bien un meneur de percussion qui peut à l'arceau créer des secondes chances, qui peut collapse la défense et ensuite envoyer des kick-outs pour d'autres garçons. Et j'aime en ce sens le profil de Jeremiah Fierce. Alors oui, il y en a qui vont me dire encore une fois des Dejounte Murray, Alvarado et compagnie, mais nouveau management, ne soyez pas surpris. Et ne soyez pas surpris puisque Alex l'a montré lui-même, tu peux avoir des managements qui débarquent et font des gros transferts pour monter. Oui, tout à fait. Après, Jeremiah chez moi. J'aime beaucoup ce joueur. Ouais. Après, j'aime pas trop son fit avec les Pélicans, mais Oui, je sais où tu l'as mis. Je peux me tromper. T'inquiète, je sais où tu l'as mis. Non, parce que même moi, j'étais en train de me poser la question. Tu vois, il y a où? Je l'ai mis quelque part et il y a où entre parenthèses. Ah bah tiens, je me demande de quelle franchise on va parler maintenant. Est-ce que tu veux changer, passer de la Louisiane à New York? Ouais. Et bien ça tombe bien, puisque on va passer tout de suite chez les Brooklyn Nets. Regardez ça, on est sur de la prod en direct. Pick numéro 8. Nous sommes à Brooklyn avec Sean Marks, avec ce pick qui appartient donc à sa franchise. Alex, comment ça se passe dans ta mock? Parce que là, on baille, hein. C'est qui est pas encore sorti? C'est Trey Johnson? Non, c'est bon, il est sorti. Non, qui est pas sorti encore? Jeremiah Fierce, il est pas sorti. Derrick Queen. Bon, après, Derrick Qui Queen, tu nous mets chez les Nets, tiens? Très peu de mock draft qui mettaient Derrick Queen dans le top 10, hein, il me semble. Hein. Ouais, c'est plutôt entre les places 9 et 15, Derrick Queen. Mais ça descend pas plus que 14-15, j'ai l'impression. Parce que je dis ça parce que les Nets ont un bon profil aussi à se dire, tu sais quoi, bien Notorious B.I.G. Le talent fou là, le mec le fou là, on va lui mettre des shooters autour et puis on va voir un peu comment ça défend. Et puis on va envoyer du bois autour et tout. On est en construction, on prend le talent. Derrick Queen à Brooklyn, pourquoi pas. Maintenant, là, dans ma mock, comme je sais pas où mettre Derrick Queen, ouais, je fais des feintes. Je sais pas où mettre. Non, mais j'explique aux gens le galère Derrick Queen. Sûr. Là, ils voient bien. Wizards, j'y ai pensé très fort. Nets, je n'ai fait qu'y penser très fort. J'ai mis Jeremiah Fierce. Jeremiah Fierce. Au Nets, ouais. Alors, explication. Franchement, là, tu as un joueur, tu l'as très bien décrit à l'instant. Hein. Ça drive, ça va chercher des contacts. Bel athlète qui va très très vite avec un bon handle. Je reprends mes petites notes. Avec un bon handle, avec beaucoup de potentiel parce qu'au moment où on parle, au moment où on fait cette vidéo, il a que 18 ans. Ouais, ça passe l'épaule. Hein. Ça passe grave l'épaule. C'est chiant à tenir. Voilà. Et pareil, ils ont quelques shooters encore dans les ailes. Ils maîtrisent parfaitement les changements de vitesse et tout, les petits coups de rein, les décélérations, les réaccélérations. Très bon playmaker pour les autres. Moi, il me fait clairement penser. Hein, bon, on peut le comparer par exemple en récent, on peut le comparer à Scoot Anderson, hein, tout récent. En moins athlétique évidemment que le pauvre Scoot qui est quand même un mec nucléaire au niveau qualité athlétique. Il est nucléaire mais... je dirais c'est méchant. Ouais mais en vitesse par contre vers le cercle et tout, il y a de la ressemblance. Scoot Anderson il est nucléaire mais tu vois depuis qu'il est en NBA, il se sert surtout de sa vitesse et de ses épaules. On l'a pas vu trop écrabouiller des dunks dans tous les sens, je te dis pas qu'il peut pas hein, mais il peut mais pour l'instant voilà. Dans ce sens là sinon on peut regarder, qu'est-ce qu'on peut regarder? T'as dit quoi toi comme comparo toi tout à l'heure? J'ai pas fait de comparo. Jeff Teague, Jeremiah Fierce, j'ai parlé de Jeff Teague, il y a du Tony chez Jeremiah Fierce, il y a d'autres... J'ai le droit de dire John Wall? Tu peux dire évidemment en moins speed et main droite, mais oui tu peux, bien sûr. Et puis il y a du... John Wall t'es pas gaucher? Si, John Wall c'est grosse patate gauche. Mais après il a... En fait, pardon, excuse-moi, il tombe main gauche, mais il shoot main droite. Ouais, je crois. Tout le temps le truc de John Wall. Il y a... C'est un meneur qui va être dans de la percussion, donc il y a plein de profils dans ce sens. Après, c'est le plafond qu'on a hâte de voir avec Jeremiah Fierce. Fait Oklahoma comme Trae Young. Son plafond va dépendre principalement de sa capacité à rentrer les 3 points. Développer son shoot. Ouais. Et la qualité de ses décisions au fur et à mesure, parce que pour l'instant, j'ai vu des gens parler de ses pertes de balles. Il a 18 ans. Oui. On va attendre de voir. Par contre, le shoot, c'est sûr, faut qu'il développe. Et à Oklahoma, on a vu ça aussi avec Trae Young dans cette université. Tout responsabilité, genre hub central autour d'un meneur. Je suis désolé, tu vas perdre des ballons. Hein. C'est comme Kasparas à Illinois. Ça risque de lui arriver d'ailleurs à Brooklyn, hein, parce qu'on verra qui y a autour de lui, on verra qui reste à Brooklyn. Parce que là, pendant que tu parlais tout à l'heure, j'étais en train de regarder l'effectif de Brooklyn. Cam Thomas. Il n'y a plus beaucoup de joueurs sous contrat. Cam Thomas, c'est un très bon joueur à mettre autour avec son shoot et tout, à mettre autour d'un meneur comme ça. Après, est-ce qu'il est dans la même timeline? Ça, c'est autre chose. Mais bon, on verra ce qui reste. Mais bon, Brooklyn, je les vois bien prendre Jeremiah Fierce en 8. C'est dans ce genre de place qu'il est projeté. Je pense qu'il va tomber à ce moment-là. Voilà. Tu nous as mis qui à Brooklyn, toi? Il y a la couronne du roi. Il faut une place pour la reine. Voilà.
Bien. Derek Queen J'aime bien. débarque évidemment pour moi du côté de Brooklyn. Ça n'a pas slidé, c'est juste que la place, elle est là. Elle est au plus haut là. Max Washington, on avait dit en 6. Mais sinon, on est entre les places 8 et 15. Derek Queen tombe à Brooklyn. La phrase que tu viens de prononcer notamment du côté de Washington. Et je sais, il y a Cam Thomas qui est là, mais on va pas se mentir. Il y a besoin de talent offensif à Brooklyn. Il y a besoin que Jordi Fernandez puisse compter sur certains gars. On ne sait pas encore comment ça va se passer autour de Cam Johnson. On ne sait pas comment ça va se passer autour de Cam Thomas, extension, etc. Donc, moi, j'ai besoin d'un joueur de talent qui peut faire jouer les coéquipiers, parce qu'il a un passing game, Pépère, on en a parlé suffisamment dans la vidéo des chouchous. Derek Queen tombe en 8. Je te laisserai en parler évidemment à d'autres spots, mais pour moi, il est là et je le souhaite parce qu'il n'y a pas une compétition de malade. Il n'y a pas une semaine sans une rumeur de transfert sur Nick Claxton. Franchement, Nick Claxton, là, je suis désolé. Là, on se demande juste qui va trianguler avec les Suns pour que Kevin Durant puisse partir. Je schématise, mais c'est un petit peu ça. Je suis d'accord. Limite, il y en a qui font déjà des Photoshop de Nick Claxton avec le maillot des Lakers parce que on le fout dans toutes les rumeurs. Je pense que c'est Derek Queen qui va être ce genre de profil-là. Et on verra la suite, mais c'est ce choix qui est fait d'assurance offensive intelligente. Et on va articuler autour des 4 qui sont défensifs, des gars bien, mais un tel talent offensif, tu le prends. Donc Derek Queen débarque en 8. Alors que Alex nous a mis Jeremiah Fierce. On va dépasser maintenant la... C'est bon, on a passé la mi-chemin. Là, puisqu'on était en place 8, on va aller du côté de Toronto, mon ami. En place 9, chez les Raptors. Alex, la question que j'ai envie de te poser tout de suite. Les Raptors sont eux aussi, au moment où on parle, dans pas mal de rumeurs à droite à gauche. Vas-y, pose ta question. Je t'en prie. Dans ta mock, les Raptors, ils draftent en 9 ? Oui. On sait jamais. Oui, ils draftent en 9. Par contre, le temps que cette vidéo sorte, peut-être que le pick 9 sera ailleurs parce qu'ils l'auront tradé en l'attelant. Oui, j'ai vu les rumeurs là. Mais ça passe pas, il faut 3 équipes. Parce que là, tous les joueurs qui mettent, là, ça passe pas. Les Suns ne peuvent pas encaisser tous ces salaires là, puis on n'en veut même pas. S'il vous plaît, filez-moi pas Emmanuel Quickley. Je suis pas sûr d'adorer ce joueur. Mais RJ Barrett, c'est très bien. RJ Barrett, je kiffe moi. Moi, ce sera RJ Barrett. Ah mais il faut d'autres joueurs, donc ça parlait de Puttle, ça parlait d'Emmanuel Quickley pour équilibrer, les pick 9, on verra bien. Mais en tout cas pour l'instant, au moment où on fait cette vidéo, les Raptors ont leur pick 9 et pour moi oui, ils peuvent drafter. Alors, qu'est-ce qu'ils draftent ? T'as parlé de Nick Claxton, oui. Qui est dans des rumeurs de transfert dans tous les coins. Je pense que Jacob Puttle, pareil, hein, il est dans 2-3 rumeurs aussi, mine de rien. Donc je vois bien les Raptors drafter au poste de pivot. Je les vois pas prendre Derek Queen parce que eux, le talent offensif, ils peuvent considérer qu'ils en ont déjà en Scotty Barnes, en Brandon Ingram, RJ Barrett, on verra s'il part, Emmanuel Quickley. Enfin, limite, il manque plus du back court que du front court, quoi. Donc je les vois prendre Kaman Maluach. Eh bien, écoute. Je sais pas comment on dit exactement. Malouak. Ouais, vous pouvez dire Malouak si vous voulez. On se resserre la main une deuxième fois. Sud-Soudanais. Pick 9. Pick 9, on est Corda. Kaman Malouak à Toronto. Ouais. C'est un des. C'est lequel autre on avait la même. Bon, les 2 premiers, mais sinon. Con Knuppel au Jazz. C'est ça. Avec Toronto, on va voir. En instance de transfert, mais sinon, ouais, Malouak, je suis d'accord. Ouais, Malouak, il va ramener potentiellement. C'est assez dingue ce que propose Kaman Malouak. Genre, le gars fait 2m16, 17. Ah, physiquement, c'est une brute épaisse. Il est long, il est jeune. Il a fait le retour du roi. Il était acteur. Dans le Mordor. Ouais, c'est vrai. Il est long. C'est un orc. Il est jeune. De la Moria. Il a une envergure, c'est n'importe quoi. Non, c'est complètement n'importe quoi. Il a une belle mobilité. Par rapport à ça, je te dis pas qu'il va tout switcher et tout, mais c'est très correct. On a un vrai gars qui défensivement peut tout de suite être là, et avec des ailiers comme Scotty Barnes ou Brandon Ingram et tout, tu as tout de suite un front de court solide. Ça part du principe que les Raptors auraient tradé Jacob Puttle, mais honnêtement, vu le transfert de Jacob Puttle, le nombre d'équipes qui l'intéressent potentiellement et tout, il peut y avoir des assets, Masai Ujiri, et donc si tu as l'occasion d'avoir un pivot à fort potentiel au pick 9, bah ça peut être tentant, ça peut être un peu ton assurance pour te dire bah oui c'est bon Puttle, voilà. Donc moi j'y crois, je le mets à cet endroit-là, Kaman Maluach dans le top 10, lui aussi c'est plus ou moins les places sur lesquelles il est attendu. Hein. C'est pas une surprise de voir Kaman Maluach en 9. Donc Maluach, pardon. Donc voilà. Je suis d'accord. Je l'ai mis moi aussi évidemment en 9 à Toronto. Alors après, on aura... De toute façon, je suis désolé, mes fans des Raptors, je vais juste prendre 30 secondes pour parler avec vous parce que cette saison, on n'a pas pu trop le faire.
Beaucoup de gens se posent des questions sur le projet Raptors. On ne sait pas trop ce qui se passe, qui est là, combien de temps, Brandon Ingram, Scottie Barnes, Emmanuel Quickley, RJ Barrett, Grady Dick, quel registre de jeu, etc. On est un petit peu dans ce ventre mou un peu chelou. Là. On ne sait pas trop. On a même eu des rumeurs ces dernières années, évidemment, sur un changement de décisionnaire à la tête de la franchise. Moi, je pense que on est quand même sur une franchise qui tente, et que à ce poste-là, comme tu l'as très bien dit, Puttle, c'était un transfert qui avait été réalisé pour le récupérer, et le prix avait été assez cher d'ailleurs pour le récupérer, hein, mais ce qui est agréable et bien dans le développement de Maluak dans ce groupe-là, c'est qu'on va quand même avoir des gunners, hein, on va pas se mentir. Les mecs, ils ont quand même dans le projet là, à court moyen terme, tu as quand même Scottie Barnes, RJ Barrett, Brandon Ingram, Emmanuel Quickley. Ton pivot, il n'a pas besoin du ballon. Regarde. Grady Dick aussi qui s'est shooté. Tout à fait. Ton pivot n'a pas besoin du ballon. Non, tout à fait. Tu préfères avoir Rudy Gay que Karl Anthony Towns. On va pas se mentir. Oui, en termes de profil, je parle. C'est-à-dire grand, défensive, catch lob, peut bien défendre en drop et sur un malentendu peut devenir... Rudy Gay, t'as dit ? Non, Rudy Gobert. Pardon, j'étais Rudy Gay. Ouais. Mais on a compris. On l'a eu. Tout à fait. Deux légendes du jazz. Non, mais c'est vrai que l'idée et l'idéal, c'est qu'il y ait du Rudy. Mais c'est un pivot qui ne va pas avoir besoin du ballon et qui, sur un malentendu, pourrait développer un tout petit peu de shoot à 3. Je te parle pas d'un mec qui va en prendre 4 par match, hein, mais qui te permet quand même d'avoir une équipe qui n'est pas pénalisée par la présence de ce pivot qui certes est mobile, mais qui est quand même moins mobile que les autres. Donc voilà, je pense que Maluak il tombe très bien en 9 et que ça serait un bon choix pour les Raptors. Je pense pas que Toronto prendrait un risque là, tu vois. Je pense qu'ils prennent vraiment un pivot défensif et ça leur fera pas de mal parce que comme l'a dit ce très grand Nico Harrison, les équipes qui vont loin ont des bonnes défenses et il serait peut-être temps que Toronto nous retrouve les très belles années de la fin des années 2010. Ah, voilà, ça passe par un pivot défensif. Ouais. On va aller en 10. Alors là, Alex, qu'est-ce qui se passe Rockets avec Houston? C'est de chez toi ça, non? C'est quoi ce pick 10? Oui, c'est le pick des Suns. C'est à toi ça? Ouais. Bravo, je te félicite pas. Pick des Suns pour les Rockets en 10. Qu'est-ce qu'on fait? Écoute, moi je pense qu'ils vont drafter. J'ai vu des rumeurs aussi. Bien sûr. Évidemment, il y avait des rumeurs qui impliquaient un éventuel trade de Kevin Durant où tu refilerais le pick 10 aux Suns, tout ça, machin. Ça se trouve, hein, d'ici la draft. Je ne sais pas s'il y a besoin. Parce qu'il y a... Voilà, puis même, je sais pas, d'ici la draft, on verra ce qui se soit passé. Moi, aujourd'hui, dans cette mock, je vais partir du principe que les Rockets draftent. Oui. Je vais partir du principe qu'ils se disent, bon, Rich Shepard, on sait pas trop ce que ça va donner. Jalen Green, on aime son potentiel, mais qu'est-ce qui nous énerve parfois avec son côté un peu irrégularité. Van Vliet, c'est un bon meneur solide, mais le back court, le front court pour moi des Rockets, c'est blindé. Je dis pas que s'ils arrivent à mettre Kevin Durant dedans, ils vont pas réussir à l'utiliser, mais on parle de ce genre de joueur. Mais sinon, je les vois pas rajouter encore un jeune. Là, il y a Tari Eason, il y a Amen Thompson, il y a un gros pivot. Ils ont signé son remplaçant Steven Adams. Tu vois, genre, ils ont Jabari Smith Jr. encore. Enfin, laisse tomber. Ils sont vraiment extrêmement bien équipés. Ils ont encore Dillon Brooks et tout. Ah, bien sûr. Donc, je les vois plus draftés dans le bac court. Pour moi, il leur faut du talent, balle en main, un combo qui sait faire beaucoup de choses. Europe de l'Est. Europe de l'Est idéalement. Ouais. Et je pense à Kasparas, Yakusionis. Et de 2. Oui. Et de 3, pardon. De 3. Kasparas, Yakusionis. On a le même pick. Qui a, à mon avis, un très très bon profil pour venir bonifier tout le travail fait par la défense des Rockets. Et qui, contrairement à Rich Shepard, ils ont un problème. Après, je dis pas que Rich Shepard va pas finir par s'épanouir en NBA, hein. Mais ils ont un problème de il est petit, il va vite, mais est-ce qu'il va tellement plus vite que les arrières adverses, c'est pas sûr. Donc ouais, il a un super shoot, mais le problème c'est que sauf vraiment à ce qu'il soit bien ouvert, il met du temps à dégainer. Enfin, en gros, il met du temps, je sais pas, mais en tout cas, il a pas le temps de bien dégainer comme il veut. Ils ont eu du mal sur l'année rookie à vraiment bien utiliser les qualités de Rich Shepard. Ça ne veut pas dire qu'ils n'y arriveront pas dans le futur, mais ça veut dire que s'ils veulent prétendre continuer à progresser et passer un cap, c'est-à-dire passer un tour de play-off, recommencer une belle régulière et être en capacité de passer un tour de play-off, il va leur falloir plus de talent, playmaking, création offensive sur le bas court à faire tourner avec Van Vliet, Jalen Green ou quoi. Et Kasparas, pour le coup, répond grave à ça. Comme je disais dans la vidéo, il était parmi mes choux, il voit, il a la vision.
il sait ce qu'il faut faire avec le ballon et quand il faut le faire avec le ballon. En playmaking, il est fort. Derrière les écrans de Steven Adams, de Şengün, de qui voulait et tout, Kasparas Iakusionis, si ça se trouve même dès son année de rookie, il est là, on fait putain, c'est pas dégueu les 18 minutes là, du rookie là, dans le deuxième quart et puis en fin de troisième quart à cheval sur le début de quatrième, là dis donc, c'est que tu lui files des ballons et puis en fait Steven Adams, dis donc, il a mis 6 points. Ah, il a mis 6 points Steven Adams pendant qu'il y avait Kasparas sur le terrain par exemple. Ou Kasparas, défenseur plus petit, parce qu'il est assez grand, hein, il fait 1m95-16, c'est un vrai combo. Avec des qualités physiques, athlétiques, faut voir, il est pas lent mais c'est pas non plus un mec explosif. Par contre il a des bons atouts physiques, c'est un assez big guard avec beaucoup de QI basket qui gère bien le tempo, qui va créer des choses. Moi je l'avais comparé à Austin Reeves ou à genre bon, j'avais vu des gars qui disaient, je disais en rigolant, le Jason Kidd de Vilnius, mais bon ça voilà. Okay. Mais parce que t'entends, il fait des passes très flashy quoi. C'est-à-dire que le mec il arrive parfois, il voit. Est culotté, Ouais, il est culotté, puis il a le niveau technique pour faire. Monsieur. Et il passe à une main en pull-up, en sortie de dribble et tout. Donc j'y crois. Son shoot à 3 points est pas élite mais est déjà honnête et moi je pense qu'il va rentrer. Les lancers francs il les met, enfin la défense n'est pas sa qualité principale mais là pour le coup il va avoir autour de lui des ovnis. Oui et puis donc, on est un peu méchant avec Kasparas là-dessus. Sa défense elle est pas si mal, j'ai dit elle est pas élite. Oui bien sûr. Moi j'aime beaucoup aussi, je l'ai mis pareil à Houston dans la continuité de ce que tu viens de dire, plusieurs choses. ADN Rockets, Fighting Spirit. Bonjour, Kasparas Iakusionis. Tout à fait, t'as raison. ADN Ime Udoka, mon gars, il faut mettre la tête là où personne va mettre les pieds. Rebond offensif, lui, il fait pas 1m96. Hein. Dans sa tête, il fait 2m15, hein, Kasparas. Hein. Ouais, ça il y va. Donc ça va très très bien avec l'ADN Rockets. C'est un triple-double ambulant potentiellement, lui. Hein. Il adore. 2, tout à fait comme tu l'as dit, si ça se trouve, au bout de quelques semaines, on va regarder et on va faire. Et si on faisait un classement des mecs qui dépassent le mieux l'épaule par rapport à leurs défenseurs pour essayer de créer justement des espèces de rotation défensive adverse, Kasparas, on va vite se rendre compte qu'il est un peu plus capable que d'autres parce qu'il est follant, il est capable, en fait, il est un peu plus athlétique que ce qu'on pense et il est un peu plus grand que ce qu'on pense et donc en fait, il y a beaucoup de défenseurs qui vont se faire avoir. Le shoot à 3 points, je pense que même si en effet les pourcentages ont été compliqués comme les pertes de balles, mais ça va s'épurer avec la NBA. En fait, je crois que Houston a besoin d'un mec dans leur identité qui peut rentrer des shoots, qui a un bout de potentiel, qui n'est pas une liability défensive et qui peut devenir un très bon leader du backcourt du banc. Kasparas Iakusionis. Ouais, et ça puis, peut marcher, mais au bout de 4 mois. Et vu comment Udoka, parfois, il a des choix culottés et tranchés, tu sais qu'en régulière, si ça se passe bien, des fins de match où il file la balle à Iakusionis pour voir, va y en avoir. Il n'y a aucun problème. Ça peut même faire du bien à des Jalen Green et des Van Vliet qui peuvent se retrouver à jouer un peu plus off-ball, avoir moins la pression sur eux, pendant que le gamin il fait des différences et qu'ils ont des shoots, des catch and shoot à faire. Ça fera, fou, hein. Ça fera beaucoup J'y de bien. crois beaucoup, moi. Ça fera beaucoup de bien à Jalen Green quand il sera à Brooklyn. Voilà. On est d'accord en tout cas sur Kasparas Iakusionis. On ferme ce top 10 avec donc Cooper Flag, Dylan Harper, on est d'accord. Il y a eu de la petite battle sur les places 3, 4, 5, 6 avec Alex, savoir où se situe Ace Bailey, vous nous dites. Également Carter Bryant qui n'est pas encore tombé chez moi, qui n'est pas encore tombé chez toi. Hop, il y a un Derrick Queen qui est en instance. Derrick Queen n'est pas encore tombé chez moi. On va voir ce que ça va donner. Et bien justement, on va en parler peut-être maintenant. Alex pick 11, on est du côté de Portland, les Blazers. Ah bah non, ils vont pas prendre Derrick Queen pour le coup. Bah non. Alors là, après, je m'en fous, moi j'adore Derrick Queen. Donc où qu'il tombe, j'irai voir. Mais je serais pas ravi qu'il aille aux Blazers parce que vraiment, ils ont des pivots, ils en ont drafté un l'année dernière qui a du potentiel qu'il faudrait faire jouer et tout, de Donovan Clingan. Ils ont DeAndre Ayton et Robert Williams qui sont trop blessés. Encore que Ayton, moi je trouve qu'il a fait une saison avec des moments pas si dégueux, bien sûr. On ronfle parce que c'est un first pick de draft, mais c'est pas un si mauvais pivot. Pourtant je l'ai critiqué. Hein. Mais clairement ils en ont déjà 3 quoi en gros. Donc alors là s'ils prennent Derrick Queen, je suis dégoûté. Hein. Oui, ça va me saouler. Tu peux même aller reacher au fond du banc, ils en ont même 4-5 des pivots. Enfin, ça va s'épurer, mais la place est à Donovan Clingan. T'as pas piqué en 5 aussi haut pour avoir un pivot que tu vas pas utiliser. Et donc là, non. Derrick Queen, non. Je te dis tout de suite, c'est non. Non, moi, Derrick Queen sort du top 10. Oui, de toute façon, c'est 11 là déjà. Ah, oui, c'est un joueur bizarre, c'est un joueur atypique. Je suis pas sûr que la NBA adore ce genre de joueur. La NBA, c'est une ligue assez conservatrice parfois en termes de choix de jeunes joueurs. Hein. Je pense qu'il leur faut de la profondeur dans les ailes
pour vraiment trader Jeremy Grant. Cocorico. Pourquoi pas? Je suis entre plusieurs joueurs. Voilà. Dont... Je n'ai pas encore fait mon choix. Si, non, mais pour expliquer le raisonnement, dont Noah Essengue, parce que je pense que c'est lui que tu pensais. Oui. Bah, Cocorico dans les ailes. Bon, après, à ce niveau-là de la draft. Bravo Noah Penda. Ouais, voilà, bravo. Mais on pense pas. Mais effectivement, Essengue pourrait être dans ce délire-là. Il colle bien et tout. C'est pas lui que j'ai mis. J'ai mis Colin Murray Boyles. Oh. Oui. J'ai mis Colin Murray Boyles parce que je sais pas encore ce que les Blazers vont faire avec leur backcourt. Là, Scoot Anderson, Anthony Simons, Shaedon Sharpe, ils en ont 3 sur 2 postes. Attends, juste. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, tu l'as mis? Colin Murray Boyles d'abord. Ah d'accord, bah magnifique. Bah, je pensais pas, tu vois. Là. D'accord. Je vais vérifier juste sur ma mock. Je pensais que t'aurais mis Noah Essengue, tu vois. No. Alors, j'ai mis Colin Murray Boyles parce que plusieurs raisons à cela. Oh, le bonheur. Je pense qu'il s'inscrit complètement dans la tradition défensive que les Avdija, Toumani Camara ou Donovan Clingan ou ces gars-là sont en train d'installer dans le backcourt, ou même Ayton quand il joue, sont en train d'installer dans le backcourt des Blazers. Il s'inscrit complètement là-dedans. Ouais, et il peut jouer petit 5. Je répète, j'y crois. Ah oui, tout petit 5. Bouboule. Boris. Ouais. Oh, ah non, mais il est costaud. Hein. On n'avait pas fait son profil, mais moi j'étais à 2 doigts de le mettre dans mes chouchous. C'est typiquement le genre de joueur que j'aime bien. Putain. Espèce d'Anthony Mason là. Il a quel âge? Il a 20 ans. Il fait 2 mètres, 2m02 là, 3 peut-être, 110 kilos. Il les fait déjà, ça c'est sûr par contre. Il discute avec les meilleurs défenseurs de cette QV, mais genre détente. Ouais, tranquille. Et il a un style qui est assez incroyable. C'est-à-dire que il est pas si grand, il va te chercher de la protection de cercle qui rigole pas du tout. Pas du tout. Bah, c'est des fois athlétiques, quoi. Parce qu'il a une envergure de malade. Il peut switch. Il va pouvoir switch en NBA, je pense, tout à fait. Il va pouvoir te faire des big men. Il va pouvoir te faire des ailiers, bien sûr, sur son poste. Il va même pouvoir te tenir un peu face à certains arrières. Il y a une puissance, genre pour le peu de jeux au poste qu'on voit encore, mais qui revient un peu là dans la NBA actuelle avec le mid-range qui refait des différences. Enfin bref, en gros, de temps en temps, on voit de plus en plus d'ailiers ou d'arrières qui se font servir un peu dos au panier pour créer des différences ou utiliser des avantages de taille et tout. Bonne chance à ceux qui auront Colin Murray Boyles dans leur dos. Voilà. Je vous souhaite bon courage. Hein. Déjà, vous retournez, ça sera un bel exploit. Il y a du zibo parfois. Ouais. Oh la vache. Ça comprend bien le jeu. Très bon QI basket, très bon défenseur. Ah oui, effectivement, son jumper pose des questions. C'est pour ça que, parce que sinon, là, j'étais en train de décrire un top 3 de draft. Hein. C'est le plafond offensif avec Colin Murray Boyles qui pose question. Oui. C'est que tu sais pas s'il va être All-Star. Mais par contre, c'est un mec qui va être dans des équipes qui gagnent. C'est un connecteur de jeu. Il va te faire les bonnes passes et tout. Au début, je l'avais plutôt vers mes pics 15-20. Et puis, petit à petit, la gratouille. Et puis finalement, je trouve que les Blazers, là, si ça se goupille comme ça, pouvoir prendre ce mec en 11, tu le mets sur ton banc tout de suite. Quand Avdija sort, il rentre. Quand Toumani Camara sort, il rentre. Déjà, ça te fait un remplaçant. Là, du coup, tu peux vraiment y aller sur Toumani Camara et dire allez. Sur Jeremy Grant et dire allez, Jeremy. Faut vraiment qu'on trouve un trade là. Qui en veut? Qui est intéressé? Bon, ça va pas être si simple, hein. On voit bien que le marché est pas si open pour un profil à la Jeremy Grant avec encore le temps de contrat qui lui reste, même si c'est un peu cher mais pas non plus exorbitant, mais bon bref, c'est un autre sujet, mais au moins t'es serein. Oui. Tu peux y aller. Donc ouais, Colin Murray Boyles. On est corda. Je l'ai mis également en 11, monsieur Colin Murray Boyles. Bon, t'en as très bien parlé, hein. Le plancher est tellement bon. Oh là là, le plancher est tellement bon et tellement luxuriant, a été tellement bien poncé, c'est parfait. T'as parlé de connecteur, t'as parlé d'extraordinaire défenseur, t'as parlé de QI basket, short roll. C'est un faux très bon athlète. C'est-à-dire que s'il y a écran, pas de problème, hein, Colin Murray Boyles. Poser des écrans en titane, rouler et après par contre monter appel de pied. Vraiment costaud. Tu te rends pas compte et tu fais genre ah merde, j'ai fini sur un poster. Bah ouais, parce qu'en fait Colin Murray Boyles c'est un peu c'est un faux athlète. Moi j'adore et je pense que là Portland ces dernières années il y avait beaucoup de bon on va balancer une piécette et on va voir ce que ça donne là chez Dan Sharp, Scoot et tout. Il y a eu un run là sur la fin de saison avec des choses fiables, avec des choses sur lesquelles pour le temps ils ont même conservé Chauncey Billups, hein, ils ont dit ouais tu sais quoi. Et en fait on va prendre des winning players. On veut
on veut une culture dans ce groupe, autour notamment de Donovan Clingan, qui est plutôt, comme on l'avait décrit, à la Marc Gasol, à la Brook Lopez, de mec connecteur qui va pouvoir faire le boulot. Ce ne sont pas sur les postes 4 et 5 que tu as envie d'avoir des mecs qui vont accaparer le ballon. Parce que Denny Avdia, Scoot Anderson, Shaedon Sharpe vont être capables évidemment d'avoir ou Anthony Simons, pour l'instant il est encore là. Pour le moment, il n'est pas là, puisque à Orlando, il y a Desmond Bane. Mais donc du coup, moi j'aime aussi beaucoup le profil Colin Murray-Boyles. C'était entre lui et Noah Essenge. Pareil. Et en fait, la question que je me pose, c'est est-ce qu'à Chicago, même si on pense qu'on pense d'Arturas Karnisovas, est-ce qu'on tire pas une belle gueule si Colin Murray-Boyles est pris juste devant toi? Possible. C'est la question que je me pose pour les Bulls. Possible. D'ailleurs, on va s'intéresser au pick 12 du coup. Transition. Qui tu nous as mis en 12, non, Alex, à Chicago? Toi. Qui tu nous as mis, toi? Ah, tu veux que je commence? Allez, vas-y. Excuse-moi, je vais regarder tout de suite mon truc parce qu'en même temps, je fais là, hop, là, elle bouge pas. Je dégaine mon téléphone et je regarde ma mock draft. Et en place numéro 12, ah bah tiens, Cocorico! On a eu évidemment du Matas Bouzelis qui a été récupéré. On va voir ce qui va se passer évidemment autour de Vooch, mais merci, au revoir. C'est un range autour duquel il y a quelques pivots là qui peuvent rester évidemment, mais Thomas Sorber est prévu un petit peu plus bas. Ah putain, Derek Queen il est dispo chez toi? Ouais. Oh là 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 là. Ah, c'est beau pour les Bulls, hein. Mais j'avoue que là, à ce moment-là, on va continuer à renforcer un petit peu le côté style de jeu en transition. Chicago a galopé comme jamais là. Ils ont un style de jeu là. Ils ont dit, premier temps, là, ils sont en train de voir s'il n'y a pas une extension pour Pépère là, Billy Donovan. Ça galope, ça galope. On y va. De toute façon, le projet, j'ai très hâte d'en reparler dans les 30 previews, ça va être génial. Par contre, en transi, mon gars, Noah Essenge. On y va. Pick 12, Noah Essenge. Il est disponible. On a besoin de talent évidemment parce qu'on sait que c'est les champions du monde du Play-in Tournament, mais on a quand même besoin de passer un petit peu un cap. Joueur jeune, fort en transition, capable de vivre sans le ballon. Les ballons, ils sont plutôt dans les mains de Josh Giddey, Kobe White, et on va voir, tout à fait, attention. Tu vas me parler de Derek Queen après, mais là, mon gars, j'ai besoin. Tu crois que je vais foutre Derek Queen dans ce merdier? Ah, c'est hors de question. Attends, mais ça va. Bah écoute, il slide, voilà, c'est un profil atypique. Ah, Derek Queen, ça slide. C'est un profil atypique. Ok. Alors, je finis sur Noah Essenge. Mais en même temps, ça peut peut-être bien se finir. Je finis avec Noah Essenge, évidemment. Moi, je trouve que dans le registre de jeu, c'est parfait pour eux. Qu'on a vu qu'ils ont été quand même capables de tester Matas Bouzelis, donc c'est un gars qui va avoir son poste un petit peu 3-4. Et en fait, Noah Essenge, ça va être un 3-ish, 4. Mais 3 qui peut jouer 2, 3 qui peut jouer 4. Mais c'est un 3, quoi. Et en fait, je trouve que ça colle vachement bien avec je suis désolé, mais leur timeline, hein, les Bulls, je sais qu'on va venir à Chicago. Non, mais ça joue. Non, stop. On a fait les mouvements. Ça a pris du temps. Caruso, Lavigne, DeRozan, là, il y a Vooch, on va dire merci, au revoir. Mais moi, je veux bien, en fait, quitte à ce qu'il y ait un truc qui soit intéressant avec Chicago, où on s'est éclaté sur la deuxième partie de saison, c'est vraiment Giddey, White, Bouzelis, et on cavale avec la France. Allons-y. Je sais pas qui c'est le dernier Français qui était à Chicago. Joachim? Bah, je pense, ouais. Non, il y a eu un gars, ma Bulls Nation va savoir, à la fin des années 2010. Ouais. Ah bon? C'était pas Adama, non. NBA French Players. Chicago Bulls? Ouais, quasi sûr. Je te sortir un gars là. Ça va me revenir, mais oui, je vais donner en tout cas notre cher Noah Essenge. Moi j'aime bien. Qui tu as fait? Adam Mokoka. J'aime bien ton... Adam Mokoka. Ah oui, Adam Mokoka. J'aime bien ton raisonnement. Surtout qu'en plus, mais je ne le partage pas. Surtout qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est que on sait pas trop ce qui va se passer avec les pivots de Chicago, Nikola Vucevic, Zach Collins, bon bref, on verra. Qui sont sous contrat, hein, je parle aujourd'hui. On a compris qu'ils avaient très envie de signer Josh Giddey et d'en faire un peu leur rampe de lancement jeune, machin, nanana, tout ça. On va voir ce qui va se passer autour de Kobe White, mais tu as aussi Kevin Huerter qui est là-bas, je rappelle. Tu as encore Lonzo Ball qui est là-bas. Tu as encore Ayo Dosunmu qui est là-bas. Tu as des joueurs sur les lignes arrière. Oui. Par contre, en fait, les forwards, tu sais qu'il y a de la place. Bah c'est pour ça que je dis Noah Essenge. Non, mais je sais, c'est pour ça que j'aime bien ton raisonnement. Mais qui tu mets? Matas Bouzelis, Patrick Williams. Patrick Williams a prouvé une chose depuis qu'il est en NBA, c'est que c'est pas un obstacle pour un jeune joueur qui voudrait éventuellement se faire du temps de jeu sur le même poste. Voilà ce qu'il a prouvé, Patrick Williams. Rachir Fleming? Non, Noah Essenge, j'aime bien. Ah, tu mets? Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Ah non, Rachir Fleming, ça fait un peu haut. Et encore que tu sais, hein. Putain, c'est ça qui devrait faire les Bulls. Après, c'est pas contre Noah Essenge, hein. Mais ils ont déjà Patrick Williams, Alex. Enfin, oh là 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 là, je sors.
Et il shoot mieux que Patrick Williams, Rashir Fleming. Hein. En plus, il peut glisser en petit 5. Avec sa défense. Noah Essengé que tu mets aussi à Chicago. En fait, je mets Noah Essengé parce que Rashir Fleming, c'est pas que j'aime pas, mais Rashir Fleming, il a 21 ans déjà. Il a, a priori, sur le papier, comme il est plus vieux nettement que Noah Essengé, il a moins de potentiel. Noah Essengé, il y a un petit côté joyau, on va te développer, on va te mettre dans l'aile et on va te filer du temps de jeu. Parce que, encore une fois, Matas Bouzelis, Patrick Williams et quoi Noah Essengé, tout de suite, il va avoir du temps de jeu dans cette rotation dégueulasse. Hein. Non ? Ah oui, bien sûr. Que dis donc, ça fait pas rêver quand même les ailes. Donc, je lui souhaite bonne chance à Noah Essengé. J'espère qu'il regarde cette vidéo. Et Noah, on t'aime fort. Sois solide, ça va bien se passer. Mais la transi, mais non, mais c'est trop bien pour lui. Mais ça va peut-être pas être facile au début, mais au moins, il y a un gros avantage, c'est que je pense qu'il y a du temps de jeu. Mais ouais. Et il y a un style de jeu, parce que vraiment, Noah Essengé, moi, ce que j'aurais... C'est pas contre lui, parce que c'est quand même un projet offensif. Moi, ce que j'aurais pas aimé, c'est qu'il soit dans une des équipes les plus lentes de la ligue, half courte, et à ce moment-là, c'est compliqué. C'est un peu compliqué. Alors que là, en l'état, pour Noah, le mieux du mieux, c'est de la transition. C'est parfait pour lui. C'est là-dessus qu'il excelle. C'est une de ses plus grandes qualités à Noah Essengé. Ah oui, non, puis il va apporter de la défense aussi, ça leur fera pas de mal. Hein. Bien sûr. Dis donc, parce que la défense des Bulls, c'est pas toujours le cadenas le truc. Hein. Donc là, avec un ailier comme ça qui se bat à fond, je te avec confirme. des mensurations de dingue et des qualités athlétiques incroyables, non mais honnêtement, ça se trouve demain à Chicago, on va dire « trop bien ». Vive la France. Après Joachim Noah, t'as Noah Essengé. Exactement, Joachim Noah Essengé. Ouais. Sur ce magnifique jeu de mots, on va aller du côté d'Atlanta, numéro 1 de la draft 2024. Bravo Zachary Choix Zaché. numéro 13. On est en choix numéro 13. Là, Alex, j'ai le back-to-back. Atlanta puis San Antonio en 13 et 14. On va voir si les Spurs gardent le ticket là. Bon, et il sort d'Eric Queen ou comment ça se passe là, Je te le mets pas aux Hawks non plus. C'est Putain, pas du tout le profil de il joueur. est drafté cette année ou pas, Derrick Queen, C'est Alex? pas du tout le profil de joueur dont vous avez besoin. Est-ce que Derrick Queen va être drafté au premier tour? Est-ce que tu le veux en 13? Non. Est-ce que tu le prends en 13 aux Hawks? Est-ce que c'est un joueur pour jouer avec Trae Young, honnêtement? Je suis pas sûr quand même. Non, je pense pas. Et puis moi, même je pense avec... que vous... Non, mais c'est surtout même avec Jalen Johnson, c'est pas ce registre-là que t'as envie. T'es d'accord? Donc moi, je pense que vous seriez bien intéressé par un pivot. Potentiellement en 13. Tu vas nous foutre à Zanuel, toi? Non, c'est pas un pivot déjà, je trouve. Moi. C'est plutôt oui, c'est un 4, c'est John Collins 2.0. On a déjà entendu. C'est plutôt ça, non? Oui. Il y a du choix. Alors, il y a... Tu me dis ce que t'en penses, puis moi, je te dirai ce que j'ai mis. Il y a potentiellement... Tu vas faire un back-to-back de français et tu mets Johan Beringer à Atlanta. Ok. Pivot, remplaçant de Onyeka Okongwu. On espère bien quand même que Capella, à un moment donné, ça va bouger. J'entends. T'as un jeune joueur ultra athlétique. Alors oui, pareil, un peu comme Noah Essengé. Ça bouge Capella, il y a du taf et tout. Par contre, écran roulé vers le cercle et attraper des lobes de Trae Young. Bon. Ça va. Non. J'entends. Et puis il fera pas tâche en défense parce qu'il va se battre. J'entends. Donc il va t'apporter ça aussi. Envergure, taille, qualité athlétique. Pour courir, vous aussi les Hawks, ça aime bien courir mine de rien. Donc si Beringer, c'est parfait. Si t'as un big qui vient courir et tout, donc moi c'est le premier choix auquel j'ai pensé. Pour moi, vous draftez un pivot. Et l'autre pivot auquel j'avais pensé pour vous les Hawks, pas les Fontagneux. Facile. Le FC. Ouais, le FC. Ouais. Qu'est-ce que tu penses d'un petit Thomas Sorber? Alors, j'aime beaucoup le profil. Dis donc. J'aime beaucoup le profil. Moins athlétique que Beringer, évidemment. Ah bah non, rien à voir. Par contre, il a des mensurations de salaud. De fou malade. J'adore. Il est costaud, puis il sait shooter. Thomas Sorber. J'adore Thomas Sorber. Il a un bout de shoot. Il y a un bout de shoot, il y a un bout d'intelligence, il y a un bout de passing game. Bien, hein. Oui, à Georgetown, ça, il n'y a pas de problème. Il a été formé défensivement. J'aime beaucoup. Moins athlétique que la norme. Oui. Moi, il m'a fait penser à Wendell Carter Jr. Il y a de ça. Et en fait, ça me rappellera alors Orford. Wendell Carter Jr. Si, moi j'aime bien Sorber. Orford, tout à fait, pourquoi pas. Ouais. Il sait faire des beaucoup ton passes, offre. Il peut jouer sur short roll. J'aime beaucoup ton offre. Moi, je pense... Ouais. Allez. Qui tu nous mets? Je vous mets Beringer. Allez, et c'est parti. Johan Beringer, le français, qui va rejoindre Zachary Zaché, un autre français, et qui, à mon avis, aussi tombe bien, puisque comme je le disais là, je pense qu'il a un profil, lui, déjà physique, qui intéresse les Hawks, que la timeline des Hawks, pour l'instant, on ne sait pas où elle est. Ce qui est sûr, c'est que sur le banc, ça fait je sais pas combien d'années qu'on dit que Capella doit être tradé. J'espère que ça va finir par arriver. Onyeka Okongwu deviendrait le 5 titulaire naturel
Jalen Johnson, on espère qu'il va bien revenir de blessure. Et le 4, titulaire naturel, Rizaché en 3, Dyson Daniels en 2 et Trae Young en 1. Et dans les rotations, on verra ce qui sort du banc. Oui. Mais avoir un profil à la Johan Béringer, Uber athlète de fou malade, rebond contre, qui sort du banc, ça intéresse. Pour jouer à côté de Jalen Johnson, ça marche. Pour jouer avec du Trae Young, ça marche. J'aime tu vois. beaucoup. Ah, ce serait un choix très très... Après, oui, hein, c'est du développement, c'est du travail. Mais bon, y a déjà un Français. Enfin, je sais pas. J'aime bien. Allez, Yo-Yo Béringer. J'aime beaucoup l'idée de ce que ça peut donner. Deux Français, back-to-back de Français, moi. C'est ça. T'as mis qui à Atlanta ? Alors, comme tu m'as pas tendu la main, j'imagine que t'as pas mis Johan Béringer, du coup. j'ai pas mis Johan Béringer. Ok. Et je valide tout à fait le choix. Tu mets un pivot ou pas ? Non. Ah, ok. Du coup, ça m'intéresse parce que je savais pas trop comment analyser votre effectif. Eh ben, le problème, c'est que... Je suis pas le seul, j'ai l'impression. Je sais, mais le problème, Alex, c'est que je sais, hein, certains vont me dire il y a des évidences et tout, mais non, comme j'en ai parlé pour les Pels, nouveau décisionnaire. C'est important que je le rappelle à chaque fois, c'est qu'on est quand même sur un changement. On a eu du changement quand même, je veux dire. On a Landry Fields qui a été prié d'aller faire ses affaires. Il y a eu même, j'en ai pas parlé, je peux plus faire les cafés, mes copains les piou-piou, mais il y a eu quand même limite du benchmark qui a été fait pour essayer de savoir qui pouvaient être les garçons qui pouvaient aider notre nouveau GM à prendre des décisions. Alors moi j'aime beaucoup les choix, je ne vais pas en parler pendant 3 heures, mais les garçons qui sont en train d'être posés autour du management d'Atlanta pour prendre des bonnes décisions. Le fait est que, en partant de ce postulat-là, je n'arrive pas à lire quels vont être les choix qui vont être faits par ce management. Je ne sais pas, parce que faut dire les termes, Alex. Le mec qui a été... Excuse-moi, je te coupe. Oui. J'ai dit de la merde. Capella, son contrat, il est fini. Moi, Oui, je crois qu'il lui restait un an. c'est pour ça que je t'ai dit, non, il part Capella cet été. D'accord. Non, ça bouge. Non, En fait, c'est pour ça qu'il devait partir à la deadline. Dit ça, là. Non, c'est là. C'est moi, j'ai dit de la merde, les rumeurs, excusez-moi. y a pas J'étais de persuadé qu'il lui restait une petite année encore. Non, Capella, ça dégage. Non. La seconde partie de saison a été faite avec Okongu. On prend un Okongu. pivot. C'est ça. En fait, Okongu a été titularisé par la suite. Et superbe, un peu sneaky, mais superbe fin de saison de Okongu. Et Capella fait plus partie des rumeurs autour de les Lakers à la mid-level exception ou quoi que ce soit, parce qu'on ne sait pas encore ce que ça va donner. Ouais, donc Capella, c'est bon, ça bouge. Okay. C'est pour ça que j'aime bien l'idée d'un pivot. Je disais juste, on est sur des nouveaux décisionnaires, donc moi j'ai juste besoin de rappeler ça, c'est qu'il y a un mec, l'année dernière, il était là, et il était notamment au centre, en partie, du trade de Dyson Daniels et du choix de Zachary Zaché. C'est pas facile quand même pour ces mecs de se dire, ce gars-là a pris les décisions, il n'est plus à bord. Le nouveau gars, qui sait comment c'est. Alors moi j'ai lu un peu 2-3 choses et j'aime bien en soi le profil parce que c'est monté au fur et à mesure, mais je n'arrive pas à lire ce qui se passe actuellement à Atlanta et je n'arrête pas de me renseigner pour essayer de comprendre. C'est un peu, excuse-moi, on va parler des Suns après. Grégory là, petit Grégory, on sait pas qui. Ne parle pas de lui. Ça me saoule d'avance. Je sais, mais il me saoule d'avance ce monsieur. Mais tu es comme moi, Alex. On avance dans le vide comme ça. On ne sait pas ce que ça va donner. On avance dans le vide. Ça décrit bien les Suns. Pardon, dans le flou. ça décrit bien les Suns. On avance dans le flou. Ouais, non, dans le vide. Atlanta, du coup, je vais partir sur le meilleur choix, talent, fit défensif disponible. Tu l'avais chez toi en 7. Il tombe chez moi en 13. Carter Bryant. Dans les ailes. Tout à fait. C'est vrai que tu l'avais pas encore posé. Lui. Je l'avais pas encore placé. Moi, je suis d'accord. Alors là, ça c'est sûr. Et pour moi, c'est même limite. Pour moi, pour ce que je connais de Carter Bryant, c'est limite un des best case scénarios. Un des best case scénarios. C'est magnifique pour les Hawks si vous l'avez encore là. Si ça slide là, moi je prends parce que. Attends, on a très bien parlé. Je vois pas les Bulls vous le laisser. Si les Bulls vous le laissent là. Parce que moi je l'avais plus dans ma mock. C'est vrai que toi tu l'avais encore toi. L'autre, moi, je fais toujours il est derrière les Bulls et pour lui ça compte pas. Moi je suis derrière Chicago cette année, il n'y a pas de pick 12. On verra. Carter Bryant tombe en 13 chez moi. Voilà, c'est le profil magnifique, c'est vrai, j'avais oublié, bien sûr. Formidable à ta placer là. Il peut mettre ses 3. Il peut mettre ses 3 points. Donc on est sur une équipe qui est à définir au niveau du management, mais qui a toujours Trae Young et Jalen Johnson, donc 2 joueurs qui ont besoin de la balle. Et autour d'eux, il y a besoin de joueurs qui vivent sans le ballon. Zachary Zaché, Dyson Daniels, notamment Carter Bryant. Pas encore besoin d'avoir un gars à qui tu donnes la balle. Et donc défensivement, pour une franchise qui a besoin de s'améliorer, Carter Bryant, t'en as bien parlé, je le mets en 13. Très bien. Mais j'aime beaucoup l'idée d'un pivot. Parce que peut-être qu'un Johan Béringer, tu ne peux pas le retrouver sur le marché pour pas cher. Bah non, ça tu peux l'avoir qu'à la draft. Vu l'âge qu'il a et le potentiel et athlétique et tout, c'est sûr que tu peux l'avoir qu'à la draft. Pick 14. Pick 14, on est du côté de San Antonio, donc double ration de plaisir pour Bibi. Alex, comment tu fais à San Antonio? Parce qu'ils ont déjà le pick 2 et ils ont mis monsieur Dylan Harper. Comment ça se passe dans ta mock draft? Déjà, je te demande à toi, le spécialiste des Spurs, ça draft en 14? Tu penses qu'ils seront là encore? Ou il y aura eu un trade? Toi, t'as fait un trade? T'as fait quoi, toi? T'as fait un trade, toi?
Je vois ton sourire là, ça sent le trade à plein nez. Ah bah moi je fais la prod, excuse-moi. Hein. Alors vas-y, dis-nous ce que t'as fait comme trade. Hop là. Ah, les Suns. Ah oui, ah bah tiens. Tu penses, ouais. Tu penses que ça va se faire avec autour de KD? Il va y avoir les cap fillers, c'est quoi? C'est Harrison Barnes ou Devin Vassell avec quelqu'un d'autre? On a parlé, moi je t'ai dit de surveiller Jeremy Sohan. Je pense qu'il va falloir surveiller le dossier jusqu'au bout et que en fait à l'usure, je pense que vous allez vous rendre compte que l'offre c'est entre nous, Houston et voilà quoi, et Minnesota. C'est les trois. Mais du coup, il va falloir mettre Devin Vassell pour que ça matche au niveau salaire. Certainement. Non mais et auquel c'est cas... pas que j'y tiens particulièrement à non, Devin non, mais Vassell. c'est parce que c'est une histoire de mathématiques. Hein, bah, à un moment donné, il va falloir mettre des salaires. On en a parlé en large. N'hésitez pas à aller voir la vidéo YouTube sur les possibles transferts. Donc un trade et donc les Suns. Enfin, le pick 14 serait pour les Suns. Le pick 14 se retrouve chez vous. Là, c'est assez ouvert. Et là, c'est très ouvert. Tu peux avoir un petit peu de tout. Un peu de tout. Hein. C'est-à-dire que moi, je suis passé par du. Tu m'aurais dit ça, j'aurais gardé Carter Bryant. Je suis passé par du Egor Demin, qui pouvait être disponible à ce moment-là. Oh non, j'aime pas trop. Talent incroyable, hein, mais j'aime pas son profil. Je sais, Alex, oh juste non. Oh là, je suis obligé d'agir avec le management des Suns, qui a certes évolué, mais quand même, je suis désolé, je ne t'ai pas mis Egor Demin. Ah, merci. Là, à ce moment-là, même si en effet c'est un test, je pense que Cedric Howard peut avoir sa place à ce moment-là, chez vous. À Phoenix, il y a du talent à développer. C'est un joueur un peu plus comme Ryan Dunn. Un peu comme Ryan Dunn, exactement. Ouais, mais ça dérange pas d'en avoir plusieurs des comme ça. Voilà, un petit peu de stabilité, un petit peu d'intelligence. Vous avez récupéré ce pic-là et puis vous vous dites quand même, en fait, moi ce que j'aime bien avec Cedric Howard, c'est que par rapport à d'autres garçons, montrer aussi à Devin Booker qu'on est là pour ajouter des joueurs qui ont des vrais skills à apporter tout de suite. Je suis d'accord. Défensif et offensif. Et donc Cedric Howard rentre dans ce range-là. Cedric Howard, il a quel âge, Pépère? Cedric Howard, il a 21, il a quasi 22 ans. Ah bon? Ah oui, tiens. Ah oui, non, je 21.8. le confonds, oui, tout à fait. Et donc moi, je t'avoue que j'ai mis les Suns en 14, juste ici. Donc je vais modifier un petit peu mon tableau. Tu me donnes juste 2 secondes. Ici, là, pif paf pouf, comme ça va être fait en direct. Cedric Howard. Et normalement, si je suis pas trop mauvais, je devrais avoir un changement ici. Magnifique. Alex, toi, ça veut dire, je te pose la question, que en 14, les Spurs, vu que tu m'as posé la question, je te la renvoie. Pour toi, je voulais juste boucler en disant que l'année dernière, les Spurs avaient 2 pics très très hauts et qu'ils ont fini par donner Rob Dillingham à Minnesota contre Peanuts. Donc je ne pense pas que les Spurs vont piquer en 2 et 14. Voilà, c'est pour ça. Et toi? Moi, je pense que cette année, vous allez piquer 2 fois. Ok. Et peut-être qu'après, un de vos jeunes joueurs sera dans un trade, mais je pense que vous allez piquer 2 fois. Qui tu me donnes, toi? Parce que on verra s'il y a un trade de Kevin Durant. Je suis même pas sûr qu'il y ait le pick 14 de cette année dans un éventuel trade avec Kevin Durant. Je pense que les Suns peuvent être capables d'envoyer le pick ailleurs pour récupérer différemment. Je suis pas sûr que les Suns. Quel logo, si tu vois. Chez les Nets contre Nick Claxton. Voilà, à voir comment ça bricole. Mais du coup, je suis d'accord, j'entends effectivement est-ce que les Spurs vont drafter 2 fois. Je pense que cette année, il y a des profils là autour de cette 14e place qui vous intéressent tout de suite. Ça commence à faire beaucoup de jeunes quand même. Bien sûr que ça fait beaucoup de jeunes. Moi, c'est pour ça que je pense que les Spurs peuvent tout à fait intégrer Kevin Durant à leur équipe. Contre le pick 14. Est-ce que c'est le pick 14 que tu donnes ou est-ce que c'est autre chose ou quoi? Mais concrètement... Quoi, tu veux le pick 2, toi? Non. Moi, je préférerais avoir un pick futur. Je suis pas sûr que les Suns aient tellement intérêt à avoir le pick 14 de cette draft-là en lâchant Kevin Durant. Not my business. Je suis pas sûr de ça, mais après, ça, voilà, hein, on verra. Hein. C'est peut-être celui-là que les Spurs auront envie de donner et que les Suns n'auront pas le choix. Si c'est les Suns, le trade. Rassure-moi, on est plutôt sur les forwards. Hein, même sur les pivots. Ok. Ouais, moi, je pense qu'un petit Sorber, ça vous le fait bien en backup de Wemby. Derrick Queen n'est pas dans le top 15. Bah, on est qu'en 14. Oh là là. Thomas Sorber pique devant Derrick Queen. Alors celle-là, je me mets à poil. Moi, je vous dis, Derrick Queen est très atypique. Oh la vache. C'est un pari total. Et je suis pas sûr que... Mais on verra, ça se trouve, il va être drafté en 5. Et... Moi, je l'adore. Hein. Mais je lui ai trouvé un autre destin. Bérenger, Sorber, draftés tous les 2 back-to-back pivots devant Derrick Queen. Je pense qu'il va y avoir des têtes face caméra. On va faire genre waouh. Oui, et d'ailleurs, ça sera peut-être pas ça qui va se passer, certainement pas ça, mais on verra. Mais Sorber, on n'a pas tellement parlé de lui. C'est un joueur qui passe en scred. Moi, je t'ai dit, c'est un quasi coup de cœur. En fait, déjà, quand tu regardes l'effectif actuel des Spurs et les joueurs qu'ils ont sous contrat, il y a de la variété. Il y a un pick 2 qui sent quand même le garde. Hein, quand même, on va pas se mentir. Je pense pas que vous allez drafter un pivot en 2 ou alors on va passer une draft bizarre.
Bravo Maxime Reynaud. Non, mais tu vois ce que je veux dire, ça va être bizarre. On a la doublette française. Ouais, Maxime Reynaud en 14, faut se calmer aussi quand même, je pense. Ouais, Après, c'est un sacré Rich, mais ça a été évoqué. oui, ça a été évoqué, mais enfin quand même, j'ai l'impression qu'il faut quand même se calmer, même si c'est le poteau de Wemby. Bon. Par contre, l'idée d'avoir un pivot derrière Wemby, même plusieurs pivots, un jeune et un vieux. Ah bah, je te confirme, Zach Collins c'était une horreur et Charles Basset, on va arrêter de se rigoler. C'est pas un dedans. pivot. Enfin si, Basset c'est un pivot, mais c'est juste qu'il a pas le niveau de C'est pas un backup d'une équipe basketteur. qui va loin. Voilà. Pas vraiment. Non, je suis vache, c'est un basketteur, mais pas de NBA. Quoi. Allez, voilà, vous m'avez compris. Là, Bismack quand Biyombo, tu regardes c'était l'effectif, bah, t'as Jeremy Sohan, t'as Harrison Barnes, t'as Keldon Johnson dans l'aile, t'as aussi, comment il s'appelle Julian Champagny. Enfin, t'as de l'ailier, t'as des mecs qui viennent se battre, t'as des arrières, t'as De'Aaron Fox, tu vas drafter certainement en arrière, t'as un jeune, ton rookie de l'année, Stephen Castle, qui est un poste 2, 1, 2, 1, 3, on sait pas trop, mais qui est un extérieur. Donc, un joueur à la Sorber que tu viens rajouter avec taille, envergure, Ah moi j'adore. Hein. poids, le mec peut manger Wemby, hein. Il est costaud, hein, Thomas Sorber. Manger, vous m'avez compris, c'est Au petit-déj. une expression, c'est au sens figuré. Il peut défendre, il fera pas tâche du tout. On verra comment évolue son tir, mais c'est à travailler et tout. On verra jusqu'à quel point il est switchable quand ça doit switcher en NBA, mais encore une fois, on parle d'un remplaçant pour Victor Wembanyama. On parle pas d'un mec que tu dois absolument faire jouer dans le money time ou quoi. On parle d'un mec que quand tu le mets sur le terrain, ta défense elle coule pas, tu peux lui filer des ballons au poste, il peut faire des bonnes passes à De'Aaron Fox, à Stephen Castle, J'adore le choix. Hein. ou quoi, il peut y avoir des shoots et tout. Sur short roll, moi je pense qu'il peut être très bon, c'est un vrai joueur intelligent. Moi je pense que c'est même, tu sais quoi, je trouve qu'il a bien une gueule de mec qui joue intérieur aux Spurs. Un mec intelligent sur short roll, qui sait faire des trucs, qui comprend bien le jeu. T'aimerais pas avoir Wendell Carter Jr. aux Spurs? Bah voilà, il est là. Il est là. Il s'appelle Thomas Sorber. Il a 19 ans. Il a du potentiel. Moi je veux bien l'avis des gens sur les Spurs qui piquent 2 fois en 2 et 14. C'est vraiment une des grandes questions. En fait, limite, c'est ça dont je suis le moins sûr dans cette histoire. Après, pour moi, ils vont prendre un pivot s'ils draftent en 14. Mais est-ce qu'ils vont drafter en 14? Effectivement. Toi, c'est réaliste ce que tu as fait. Hein. Il y a eu plusieurs rumeurs où il y avait le pick 14 des Spurs dans un package pour KD quand même. Il y en a eu. Oui. Après, est-ce que les Suns ça les intéresse? Est-ce que ça va se finir à 3 ou quoi? On verra bien. Mais en tout cas, ça a du sens. Mais voilà. Donc Bastien, il donne aux Suns. Et il nous met un. Ah bon, moi je prends. Moi, si je peux avoir Cédric Howard à la draft, je suis content, moi. Bah c'est ça. De Juste rajouter Kevin ça Durant dans en échange, l'équipe. ça te dérange pas. Ouais, puis après, du coup, il faut donner les cap fillers. Ça veut dire qu'en fait, tu aurais un Cédric Howard avec probablement quoi, un Harrison Barnes. Voilà, moi t'as des joueurs. Hein. Bah, ça serait cohérent pour les Suns et ce serait un des premiers moves cohérents depuis longtemps. Donc pick voilà. 15. On a un dernier pick. The pick is in. Pick 15. Ils sont très très forts au basketball et peut-être qu'au moment où cette vidéo sera sortie, ils seront champions NBA ou pas. Nous sommes chez le Oklahoma City Thunder puisque en effet, après le travail extraordinaire de Sam Presti, lorsque vous avez de la flexibilité, vous pouvez bien gérer vos salaires, être champion NBA et avoir des hauts pics de draft. Top 15 le Thunder, ça fait mal. Ils n'ont pas encore fait jouer une seule minute Nikola Topic. Hein. Et il restera forcément des joueurs intéressants, forts. Je sais pas encore lesquels, oui. Mais il restera forcément. Bastien vient seulement de mettre Cédric Howard. Cédric Howard, moi je l'ai encore de dispo là. Je peux le mettre au Thunder si tu veux. Alors qu'est-ce que tu fais du coup? L'autre il peut apprendre la vie avec Jalen Williams, avec Lugensdort tous les jours à l'entraînement. Cédric Howard. Hein. Tu sais que ça peut être intéressant ça. Hein. Mais qu'est-ce que tu fais du coup? Ou Nick Clifford. Je suis curieux parce que du coup Derrick Queen n'est toujours pas sorti. Je leur mets Derrick Queen. Je pense que quitte à slider, autant qu'on se marre, autant qu'il aille dans un projet complètement fou où il va forcément être un peu remplaçant au début. Par contre, le jeu du Thunder peut utiliser les qualités de passeur, hub, screener de Derrick Queen. Okay. Ça leur ferait même une variété pas inintéressante. Écoute, tu sais quoi? Cette année, ils ont essayé de le faire avec Hartenstein un peu. C'est d'avoir un mec plus bully, short roll que Holmgren, mais qui shoot clairement moins bien. D'ailleurs, Derrick Queen pourrait développer un vrai shoot, hein, vu le toucher qu'il a. Je vois pas pourquoi il développerait pas un tir lui. Hein. Non, il peut. Mais aujourd'hui, en arrivant là, il l'a pas. Joueur que j'adore, joueur avec une polyvalence offensive dans la passe, la compréhension de ce qui se passe, la façon de se positionner, le scoring intérieur, la qualité au rebond. C'est un rebondeur, Derrick Queen.
avec des vrais fondamentaux, du QI. Il n'est pas si dégueu en défense. Hein. En plus, si tu lui mets des ailiers et tout, je trouve que du renfort de taille, poids, main, rebond dans la raquette du Thunder, bon, c'est pas... Non, ça va. Je pense qu'il peut prendre la place de Jalen Williams. Hein. Non, je sais pas. Il peut. J'aime beaucoup Jalen Williams, mais je pense que... Bah voilà. Je pense qu'en 15, il y aura un vrai bon rookie de dispo pour le Thunder. Moi, je dis Derrick Queen parce que je pense qu'il est suffisamment atypique pour slider, pour faire peur à des projets. Tu vois, les Bulls, ils veulent courir en disant ah bah non, nanana. Vous, les Hawks, pourquoi pas? S'il est encore dispo, parce que le poste de pivot, c'est intéressant. Les Spurs, je les vois plus prendre un mec à la Sorber qui est vraiment le remplaçant de Wemby, plus qu'un gars comme ça sur qui il faut filer des ballons. Oui. Alors que dans le cadre, dans un premier temps, d'une seconde unit comme celle du Thunder, je pense que Derrick Queen, ça peut être incroyable. Je suis pas sûr qu'il ait besoin de démarrer dans une équipe pourrie qui a trop besoin de son talent dès le début. Je pense qu'il peut démarrer dans une très bonne équipe et qu'on soit là, qu'on se dise putain, il faut rentrer Derrick Queen, merde. Ça y est. Ils ont la totale. Il va encore faire son 8 points 11 rebonds en 16 minutes avec 4 passes. Ce serait très étonnant en tout cas par rapport à même le registre très à la fois dans le jeu offensif et défensif du Thunder. Ce serait s'ajouter une corde très différente de ce qui se passe. C'est-à-dire que jusque-là, ils ont dit on veut des mecs qui posent le ballon au sol, sont capables de shooter à 3 points et bien défendre. Ça a été les choix du Thunder ces derniers temps. Par touchline. De choix de draft. Ah oui, pardon. Choix de draft, ça a vraiment été ça. Hein. Et donc du coup, c'est avec Derrick Queen, ce serait vraiment tranché avec ça. Mais j'aime bien. Hein. En fait, je suis dans l'hypothèse où il est encore dispo à ce moment-là. Et je pense pas que ça soit dans les plans aujourd'hui de OKC. Je pense pas qu'il croit qu'un tel talent offensif. Je veux dire, moi, à l'attaque du Thunder, je suis désolé. Telle qu'elle est là aujourd'hui, au moment où on fait cette vidéo, ils vont peut-être être champions NBA. Donc je vais pas commencer à dire qu'ils savent pas attaquer. C'est pas ce que je veux dire. Je pense qu'en termes de front courte, elle peut, même notamment en termes de raquette, elle peut se voir amener une pièce qui va pas tant que ça les pénaliser en défense, qui est atypique. Par contre, en attaque, ça les rend fous. Derrick Queen peut jouer à côté de Chet Holmgren. Hein. Bien sûr. J'aime bien. Hein. T'imagines un peu ça peut permettre de glisser de temps en temps Jalen Williams plus à son vrai poste. Oh là 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 là. Voilà, mais en tout cas, je pense qu'il y aura une pièce incroyable, un jeune joueur à potentiel fort, incroyable, de dispo encore en 15, et que le Thunder va se frotter les mains. Je sais pas qui ce sera, moi je dis Derrick Queen. Eh bien écoute, toi tu mets qui? Eh bien moi, ce ne sont pas les copains du Thunder. Qui vont drafter ici, puisqu'il y a une équipe qui, certes, est en transition, mais a des pics aux places 8, 19, 26 et 27. Ce sont les Nets. Il faut être agressif et être capable d'aller récupérer notamment des joueurs sur lesquels tu as des coups de cœur, des joueurs sur lesquels tu as des besoins, et notamment en termes de talent, puisque ça manque évidemment de talent et de percussion. Alors je leur ai donné, je vous remonte dans la mock draft, Derrick Queen en place numéro 8. Tu montes, et à ce moment-là, je me fais juste un kiff sur la fin. Tu montes, tu donnes quoi? Tu donnes tes deux pics, là, 26-27, là, ou je sais pas quoi, là? Presti se fait chier, là. Il a suffisamment embrassé le trophée. Il dit, bon, allez, c'est le soir de la draft. Allez, donne-moi 26 et 27, ou peut-être 26 plus... Genre, Presti, il accumule encore des pics. Encore des pics pour essayer d'avoir encore plus de flexibilité. Pourquoi pas, hein, il est capable, hein, tout à fait. Hein, parce que le Thunder sera aussi capable de drafter des excellents joueurs en fin de premier tour. Mais je pense que les Nets vont se retrouver dans une situation où vraiment, s'ils ont un coup de cœur, il faut être agressif autour de ces équipes qui sont entre les places 12 et 20. Et donc essayer de monter parce qu'ils ont juste ce pic 19 et peut-être qu'en 26-27 ça va être un peu rich. Ce serait qui ce coup de cœur alors? J'ai Derrick Queen qui était donc en pic numéro 8. On va voir ce qui se passe avec Cam Johnson. Là j'avais des hésitations avec notamment du Nick Clifford que j'aime beaucoup. Et en fait je me dis tu sais quoi, on y va. On aura 2 Français dans le top 15 de la draft. On va prendre Nolan Traoré du côté de Brooklyn. Je vais leur mettre un honneur. Ah oui, t'as pas Béranger toi? Non. Parce que moi j'ai 2 Français. J'ai Derrick Queen. Et t'as 2 Français aussi. Mais donc du coup moi je leur ai mis un petit Nolan Traoré qui débarque du côté de Brooklyn. J'aimerais beaucoup que ce soit du coup Monsieur Nolan Traoré qui soit là. Attends, juste je fais la prod en même temps. J'aimerais bien parce qu'en fait les Nets ils ont pas du tout d'assurance à la main, hein, on va pas se mentir. Fais voir si je suis bon au niveau de la prod. Bah ça dépend des drafts. Moi je leur ai mis Jeremy Fears. Voilà. Mais moi du coup je leur ai mis Derrick Queen. Donc en fait j'ai eu mon talent offensif énorme. On va voir ce qui se passe, comme on l'a dit, avec Nick Claxton, on voit plutôt du départ. Cam Johnson, on va voir, il a été dans de nombreuses rumeurs. On est sur du jeune joueur à devoir développer, comme j'ai dit, avec coach Fernandez. Et donc, moi je pense qu'avoir
je serais tellement dans un rêve éveillé de voir Derrick Queen et Nolan Traoré qui ont tous les deux les maillots des Nets. Et c'est notamment ton talent qui débarque 1-5. C'est un des meilleurs meneurs de la draft avec un des meilleurs pivots. Et là, tu as un choix cohérent de la part des Nets. Quitte à avoir eu moins de picks sur la fin du premier tour. Et moi, j'aimerais bien, c'est un petit coup de cœur de fin, je serais assez, je sais pas halluciné, mais assez étonné que le Thunder pique encore en 15. Peut-être qu'à un moment, ils vont dire, bon, bah en fait, on a besoin que des gars coûtent de moins en moins cher. Parce que là, on va commencer à débourser pour les Jets, les J-Dub et tout, etc. Donc, on aime bien aussi avoir des mecs de fin de premier tour parce que, comme tu l'as très bien dit, tu commences à moins payer de contrats garantis. Non, tout à fait. Voir. On est bon sur la mock. Tout à fait probable que le Thunder décide effectivement de drafter le moins haut possible. On va voir. Alex, le voici le tableau final. Magnifique. Regarde comme il est beau. Tu nous as mis Cooper Flag comme Bibi en 1, Dylan Harper en 2. Toi, c'est VJ Edgecombe qui débarque à Charlotte en 3. Je regarde les joueurs sur lesquels on a vraiment des différences. Ace Bailey, mine de rien, on a quand même à cette échelle-là, entre 3 et 6, c'est quand même une vraie belle différence. On a 7 places d'écart sur Derrick Queen. Sur Carter Bryant aussi, on n'est pas... Sur Carter Bryant, on n'y est pas. 6 places. Tu as Johan Béringer, je ne l'ai pas dans mon top 15. Tu as Thomas Sorber, je ne l'ai pas. Ouais, toi, tu as Coward que j'ai pas. C'est ça. Et puis sinon, on a ce 9-10-11 de similaire. Malouak, Yakuchonis, Colin Marable. Les équipes imprévisibles, nous, on sait les prévoir. Blazers, Bulls, mon ventre mou, Toronto. Raptors. C'est ça. On vous connaît. Exactement. On vous voit. Mesdames et messieurs, évidemment, balancez-nous votre mock dans les commentaires. Et surtout, Alex, donc rendez-vous mercredi prochain. Mercredi prochain, rendez-vous dans la nuit. On vous redonnera l'horaire, mais ça sera vers 1h30 du mat, en gros. C'est ça. On va se régaler. Très grosse fin de saison à venir, avec la fin des finales NBA, avec la draft, avec des rendez-vous, avec des gros jeux la semaine prochaine sur nos réseaux sociaux. Restez connectés, ça va être incroyable. Ensuite, il y aura la Free Agency. Bref, on est ensemble. On vous fait des très gros bisous. Et à très vite pour la draft 2025 dans la nuit du mercredi 25 juin sur la chaîne Twitch de Trash Talk. Des bisous. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao.